Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir, édition de ce 15 juin 2026. Le temps passe, toujours pas de formation d'un nouveau gouvernement. Tous les 17 heures passent pratiquement. Les uns les autres ont même commencé à se lasser. Pas de nomination de vice-président de la République. Le président, comme on le sait, est en cours séjour privé du côté de l'Europe. Entre-temps, on parle du président Paul Biya relativement à la plainte qui a été introduite du côté de la France par Issa Tiroma Bakari, président national du FNSNC, candidat à la dernière élection présidentielle au sujet de la crise post-électorale. Le président Biya est visé par cette plainte, tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'administration territoriale, les responsables de l'armée à divers niveaux cités dans cette plainte qui, selon Issa Tiroma Bakari, appellerait à établir les responsabilités à la suite de cette crise post-électorale qui a fait de nombreux dégâts, y compris des pertes en vies humaines. Quel sort peut être réservé à cette plainte effectivement reçue par la justice française que recherche Issa Tiroma Bakari à l'approche des prochaines consultations électorales, notamment les municipales et les législatives? Est-ce qu'on n'entre pas là dans une nouvelle phase de diversion, de distraction au moment où d'aucuns appellent à une concentration absolue pour arracher les fauteuils à l'Assemblée nationale et à la tête des collectivités territoriales décentralisées? On va en parler avec nos invités cet après-midi et puis on aura notre escale réservée à la revue de pièces de presse. On ira dans les kiosques ce soir avec Romaric Noifeu. Accueillons déjà ceux des invités déjà présents avec beaucoup de plaisir. Julio Axel Diop, analyste sociopolitique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir d'être là ce soir. Le plaisir est partagé. Je me rappelle une photo qu'on a prise en 2017, il y a très longtemps. Ah d'accord, vous n'avez pas beaucoup de barbe à l'époque. Hein? Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Je salue respectueusement les compagnons qui sont là et j'ai le plaisir de retrouver Romaric Noifeu. D'accord, alors vous êtes de ceux qui attendent un 17h, qui attendent... La question est bonne. Les prochains jours. Elle soulève deux analyses. Soit le pays a du mal à être gouverné, ou alors le commandant en chef tient tous les rênes et compte faire savoir à tout le monde que c'est lui le vrai commandant et qu'il le fera au moment venu. Et comme c'est lui le maître du jeu, le maître du tempo et du timing, je crois qu'il nous fait un petit peu attendre. Et dans ce cas-là, on pourrait croire qu'effectivement, il est dans un jeu qui consiste à consolider son pouvoir. Merci beaucoup à Julio Axel d'être des nôtres cet après-midi. On accueille Monsieur le Président national du regroupement des démocrates indépendants, Maître Raymond Chiazok. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. C'est toujours un plaisir chaque fois que je reçois l'invitation d'Info TV. Votre cœur bat un peu pour Union Sportive d'Abomban, qui joue des playoffs on pour accéder en Elite One. On espère que ça va se faire. Oui, je crois qu'après la troisième rencontre de cet après-midi, l'Union Sportive d'Abomban est classée première équipe de ce tournoi avec 7 points. 7 points. Un match nul et 2 victoires. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci au top management, notamment M. Oyal Chaman, maire de la commune d'Abomban, à toutes les élites de la région de l'Est et à tous ceux qui participent, quelle que soit la façon et la manière, à la réussite de cette équipe. Il y a une grosse solidarité autour de l'Union Sportive d'Abomban qui est encore exacerbée ces derniers temps. Chaque fois qu'il y a un match à Abomban, il y a une sorte de main levée générale pour permettre à ce que les joueurs soient à l'abri. Et également dans le cadre de ce tournoi, j'espère que cette générosité va se poursuivre pour porter les Américains de l'Est à l'élite. Merci au président Charmant Oyal et à tous ceux qui soutiennent au quotidien l'Union Sportive d'Abomban. Accueillons Maître Paul Roger Eyou, qui est avocat. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants, à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux populations de Mongar, Gombas village, mon village, qui n'est pas très praticable, mais que je continue d'aimer. C'est un plaisir pour moi d'être là cet après-midi. Il n'y a pas la route pour aller dans ton village? Il y a un problème sérieux de route, très sérieux. Et il se trouve que il y a nos amis chinois qui construisent ou qui construisaient le pont sur le Nion. Il vous souvient,
il y a quelques années, ou quelques temps, il y a eu des décès parce qu'une embarcation a chaviré de ce côté-là et les gens en sont décédés. Et le gouvernement de la République avait pris, n'est-ce pas, la décision de faire construire le pont. J'avoue que le pont, je l'ai visité hier. Il est très beau, très bien construit, mais il existe un problème sérieux de route. Je pense que le ministre Nganou Djoumessi peut aussi penser à nous parce que c'est un bastion vivrier très important qui peut alimenter la région. C'est dans quel département? Département d'Union Ekele, arrondissement de Makak. Donc la route, jusqu'ici on passe par Ngoumou. Lorsque vous quittez Ngoumou, c'est là où le calvaire commence jusqu'à Makak. Toute cette route-là, avec des gros porteurs, des camions et tout ce qui passe au jour le jour, ça a complètement détérioré la route. Nous osons croire que, n'est-ce pas, de l'autre côté, le pouvoir public vont penser, n'est-ce pas, à réhabiliter. Nous ne demandons pas forcément le goudron, mais nous voulons que la route soit quand même vraiment, même si elle est carrossable, même si, qu'elle soit accessible, qu'elle puisse être utilisable normalement pour que tout ce qui est cultivé de ce côté-là puisse arriver, n'est-ce pas, en ville et nourrir les populations de Yaoundé. Le message est également adressé au conseil régional du centre. Naturellement, voilà. Naturellement. Des fois, on les oublie. On oublie qu'il y a un conseil régional. Au président Timévouna et toute son équipe, donc nous pensons qu'ils peuvent aussi, n'est-ce pas, faire quelque chose pour que cette route-là soit réhabilitée. Merci beaucoup, maître, d'être là. Simon Mutsengue, bonsoir. Vous êtes militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous faites d'ailleurs partie des communicants du parti du Flambeau Ardent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir d'être de vôtres ce soir. D'accord. J'espère que personne n'est jaloux de l'Union d'Abomba sur le plateau. Hein. Et vous pouvez accompagner l'Union d'Abomba. Pour une première, ça devrait aller. Vous pouvez accompagner l'Union d'Abomba aussi. C'est une équipe mythique, historique, emblématique aussi. Ouais. Oui, bien sûr. C'est une équipe... c'est bien qu'elle renaisse parce que c'est une équipe qu'on a connue par le passé. Donc c'est un peu les équipes comme de la trame de Canon. Peut-être pas de la trame de Canon, mais un peu les petits frères de Canon, de Yaoundé, Tonnerre, Union et autres. Donc. Avec comme une solidarité par le passé entre Union et Canon. Les joueurs partaient facilement de l'Union pour le Canon de Yaoundé. Dans tous les cas, le football revit. On espère justement que Union va revenir à l'élite one en première division cette fois-ci. Simon Mutsengue est intéressé par le 17h. On est à 17h09 là. On n'annonce rien. Mais tout le monde. Tout le monde. Moi, même vous, vous nous, on veut juste commenter. Vous êtes Camerounais. Beaucoup de vos confrères du privé ou du public ont bénéficié des 17h. Est-ce que vous n'en bénéficierez pas? Ah, d'accord. Pourquoi pas moi? Nous sommes Camerounais. Si le président de la République, son Excellence Olbia, juge qu'un de ses compatriotes peut être utile à un poste ou à un autre, il le fera appeler. Donc. À les prochains jours. Donc, mais on n'attend pas seulement le 17, on continue de travailler là où nous sommes. Il faut d'abord travailler, il faut continuer à travailler, surtout que ceux qui sont à un poste doivent travailler, pas ceux qui semblent justement attendre et ne font pas grand-chose. Monsieur, on va aller en kiosque ce lundi pour voir ce que nous propose la presse camerounaise. Romaric Noifeu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à votre riche panel, brillamment constitué ce soir, un panel aussi prestigieux comme celui de ce lundi. Je suis ravi d'être sur ce plateau pour l'exercice habituel de la revue de presse. Merci de nous conduire dans les kiosques. J'espère que le micro est bien ajusté. Il n'a pas encore le micro. D'accord. On va installer le micro de Romaric Noifeu qui va se faire le plaisir de nous conduire dans les kiosques. Qu'est-ce que la presse a évoqué aujourd'hui. Et juste derrière, on reviendra. Chacun de nos invités dira un ou deux mots sur un titre qu'il aura particulièrement marqué. On commentera très légèrement ces sujets-là. Le micro est installé. On va en kiosque. Merci Jean-Jacques, et pour aller en kiosque, on va plonger tout de suite au cœur de la une, le hebdomadaire La Météo, qui a choisi effectivement un titre assez particulier cet après-midi, viol sur mineur par un officier, le MINDEF qui annonce des mesures disciplinaires et même judiciaires. C'est l'actualité majeure retrouvée justement en une de ce journal de Dieu donné 20 dans son numéro 1808 de parution de ce jour. Il s'agit justement du ministère de la Défense qui annonce l'ouverture des mesures disciplinaires et judiciaires quant à ce autre cas dénoncé
au sein de ce journal. Le ministre a d'ailleurs exprimé sa solidarité à la famille de la victime et confirmé la prise en charge psychomédicale en cours. L'opinion qui salue donc la réactivité du ministère. Il faut donc retrouver les déclarations de cette opinion publique en page 2 et 3 du hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin dans sa parution de ce jour. Le quotidien Info Matin déroule le tapis rouge à l'agence des régulations des télécommunications avec le conseil d'administration qui valide dans les comptes 2025. Ils se sont réunis à Ebolova dans la région du Sud Cameroun les 11 et 12 juin. Les administrateurs ont d'ailleurs salué la qualité des documents et la progression des comptes présentés par le directeur général, le professeur Philemon Zoza. Il faut justement parler de cette réunion qui a été également brillamment conduite par le président ou la présidente du conseil d'administration de cette institution. Je pense justement ici au professeur Justine Difo. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, revient justement en une sur le promote 2026 avec le temps du business. Marie-Claire Nana revient justement sur cette coupure du ruban qui s'est tenue vendredi par le ministre du Commerce à l'ouverture officielle de promo 2026. Justement, l'ouverture officielle qui était prévue ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé par le Premier ministre. Des forats et rencontres d'affaires démarrent effectivement et ont démarré c'est avant midi. L'actualité traitée en page 10 et 11 de ce journal dans sa parution. Feu Pius Ndiaye à travers le messager parle justement en petite une sur Paul Biya qui est conduit au tribunal à Paris dans le cadre des violences post-électorales. L'article détaillé en page 2 revient donc sur cette procédure judiciaire concernant le président camerounais. Une plainte donc qui a été déposée au tribunal de Paris par Issa Tiroma Bakari, le président du FSNC exilé du côté de la Gambie. Actualité fortement reprise par le quotidien Défense Afrique qui titre sur la politique avec tribune du professeur Jean Gatti, la plainte parisienne de Issa Tiroma, illusion juridique d'un cadavre politique. C'est donc le titre choisi par le quotidien Défense d'Afrique dans sa parution de ce jour. Il la qualifie d'illusion juridique et même d'hérésie qui viole l'immunité présidentielle et y voit la fin politique de l'opposant. Il lit d'ailleurs l'action à Maurice Kamto et réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, Paul Biya. On revient sur le messager de Feu Pius Ndiaye pour parler justement de l'humanisation des soins au Cameroun. Le journal qui passe au scanner le système hospitalier camerounais avec une enquête qui pointe les défis d'accessibilité financière et d'infrastructure, mais note une mutation en cours avec le déploiement de la couverture santé universelle et surtout la construction de nouveaux centres hospitaliers régionaux. Les détails sont à retrouver en page 8 de ce journal dans sa parution de ce jour. L'étudiant parle effectivement du déficit en besoin de sang et parle de cette urgence nationale. C'est à l'occasion de la journée mondiale du donneur du sang du 14 juin. Le CNTS qui tire dans la sonnette d'alarme malgré 187 224 poches collectées en 2025. Le Cameroun ne couvre pas la moitié de ses besoins et affiche un déficit de 53%. Le gouvernement donc et les professionnels de santé appellent à une véritable mobilisation citoyenne pour faire du bon bénévole un réflexe national. C'est donc l'actualité choisie par le journal étudiant dans sa parution de ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo dans son numéro 6572 revient sur Yaoundé N'Djamena, chemin d'affaires. C'est la grande une justement de ce journal dans sa parution avec le Tchad qui dément avoir validé définitivement le tracé de la voie ferrée devant relier Ngaoundéré à sa capitale. La ligne décidée par Paul Biya passant par Garoua, Maroua et Koussery est aujourd'hui perçue comme du côté tchadien comme un marché de dupes. Il faut retrouver les détails en page 7 du journal Mutation dans sa parution de ce jour. L'observateur du Septentrion également parle de cette actualité corridor ferroviaire Cameroun-Tchad-Maroua. Les Émirats arabes unis qui s'engagent donc aux côtés de Yaoundé et N'Djamena. Le jour d'Aman Mana revient effectivement sur l'autoroute Douala-Yaoundé. Pourquoi est-ce que les travaux sont arrêtés? Le journal s'interroge donc dans sa parution de ce jour. Aman Mana, à cela s'ajoute des retards de paiement et même des lenteurs dans la libération de l'entreprise sur les 200 mètres restants. Quelques éléments de réponse justement à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour dans sa parution. Le Zénith également, Jean-Jacques parle du trafic de l'or dans la région de l'Est Cameroun avec le manège des gangsters du pays des paradoxes. Après des décennies d'orpaillage clandestin, l'enquête affirme donc que le régime fait semblant de découvrir un phénomène qu'il a lui-même laissé prospérer. Et les détails sont fortement décryptés en page 3 du journal Le Zénith dans sa parution de ce jour. Capital Info qui rejoint effectivement le sous-sol camerounais avec cette fortune qui est très dormante. Le Cameroun pourtant possède plus de 50 minéraux et 122 permis industriels actifs, mais le secteur minier ne représente que 0,63% du produit intérieur brut et moins de 0,2% des recettes de l'État. Du côté du salon de l'action gouvernementale
gouvernementale pour sa 15e édition. Le ministre Foukalessi Gentry a d'ailleurs promis une rupture. Le journal donc ce matin pose la question à qui profite vraiment le sous-sol camerounais. Les détails sont à retrouver en page 2 de ce journal. L'Indépendant revient sur le pouvoir, argent et médias avec la figure emblématique de Modeste Mopa. Le journal qui revient sur l'apparition du nom de l'ancien directeur général des impôts dans l'affaire Martinez-Zogo et les révélations de Jeune Afrique. Il y voit la preuve de la manipulation des médias au cœur des luttes d'influence entre élites du régime où le contrôle de l'information devient un enjeu stratégique très majeur. Enjeu d'ailleurs décrypté en page 5 jusqu'à 7 du journal Indépendant dans sa parution de ce jour. La nouvelle expression en grande une parle des ordures ménagères avec le Premier ministre qui a été interpellé par les députés du côté de la Chambre basse, l'Assemblée nationale, face à l'insalubrité croissante dans les villes. Joseph Dion Gouté a donc présenté à l'Assemblée nationale les mécanismes mis en place par le gouvernement pour gérer les déchets ménagers. Le journal note d'ailleurs que les promesses peine à convaincre vu l'ampleur du problème et les difficultés rencontrées depuis plusieurs années. C'est l'actualité traitée justement à page 3 du journal La Nouvelle Expression dans sa parution. La Nouvelle également parle de cette synergie institutionnelle avec la figure du ministre d'État, justement secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, en grand hôte donc du côté du Parlement. Il a d'ailleurs été présenté comme un véritable signal de coordination institutionnelle. Et puis la page 3 du journal La Nouvelle en dit long sur la question ce jour. Le quotidien de Pascal Pascal Dibamou, j'y arrive. Le quotidien Eco News qui ouvre justement la brèche à l'actualité économique avec la centrale thermique du côté de Garoua, Djamboutou ou alors la panne sèche organisée. Le journal qui remet donc en question les détournements de carburant, les failles de sécurité et surtout de gestion opaque. La centrale de Garoua qui illustre donc une pénurie organisée selon le journal. Et puis pour terminer cette revue de presse pour ce jour, Jean-Jacques, c'est une actualité aussi fondamentale, hors série avec la riposte qui parle de la gouvernance foncière et réforme structurelle. Le salon d'action gouvernementale qui a donc vu le docteur Henri Eyébéa ici exposé sur la modernisation nationale et la gestion foncière. C'est dans un contexte où les enjeux fonciers demeurent d'ailleurs au cœur des dynamiques de développement et de déstabilité sociale. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le docteur Henri Eyébéa ici, a donc présenté avec beaucoup de maestria du côté du salon d'action gouvernementale un ensemble de réformes majeures visant à moderniser, sécuriser et surtout assainir la gouvernance foncière au Cameroun. C'est donc à travers une approche fondée sur la transparence, la rigueur administrative et l'innovation institutionnelle que le membre du gouvernement a donc réaffirmé la détermination de l'État à faire du foncier un levier de paix, de croissance et même de développement durable. On peut donc taire en tout cas l'actualité concernée ou alors consacrée à la presse pour ce lundi Jean-Jacques. Merci beaucoup Romaric, merci pour ce tour des kiosques, une abondante actualité développée par les médias camerounais. Chacun va réagir très rapidement sur un sujet. Julio Axel a retenu quel titre? Alors, sans hésitation, la météo. La météo. Qui a titré viol sur mineur. Je crois que c'est une affaire rapport avec ce lieutenant-colonel qui aurait commis des actes de viol. Du côté de Ntui. Tout à fait. Quand on connaît l'actualité qui prévaut au pays actuellement, le viol a tendance à se banaliser. Il faut effectivement connaître ce type de réaction. Autrefois, c'est peut-être le colonel de Verso, le capitaine Verso, Sigla Tanfa, qui nous aurait servi un communiqué au nom du ministère de la Défense. Mais cette fois-ci, c'est le ministre lui-même qui monte au créneau pour s'adresser d'abord à la famille, ensuite au peuple camerounais, c'est dire que effectivement, des mesures sont en train d'être prises pour que le viol cesse d'être banalisé et pour une fois, on salue la grande muette qu'est l'armée camerounaise. Qui s'est exprimé sur cette question-là, mais on reste quand même assez étonné qu'un acte de cette nature puisse être enregistré dans une caserne où on est censé trouver la quiétude, la sécurité. Je refuse en tout cas de croire qu'on cherche la tête de cet officier supérieur. J'ai bien envie de croire que ça s'est produit, peut-être pas exactement tel que cela est décrit dans la note du ministre, parce qu'il faut dire que ça s'est produit le 12 juin dernier, et que, le 10 juin dernier, et que le 12, le ministre a fait une sortie relative. Jean-Jacques, j'ai envie de croire qu'effectivement, à tous les niveaux de la société, la question du viol est en train d'être prise très au sérieux et que des mesures seront prises dans les jours qui arrivent. On se souvient encore de cette actualité qui a défrayé la chronique, le cas de cette jeune, ce bébé de 2 ans ou 3 ans qui aurait été violé et sur lequel on n'a pas de retour, jusqu'ici pas de retour officiel. Ce qu'on demande au parquet de faire, c'est de faire ce que le ministre a fait. Au Cameroun, le parquet ne s'exprime jamais. On a heureusement des avocats sur ce plateau, ils nous diront peut-être pourquoi.
peut-être par souci de trop protéger la justice, le parquet devrait s'exprimer sur des cas comme ceci. Donc nous sommes heureux de voir un ministre descendre dans l'arène pour pouvoir parler à la fois à la famille et aux Camerounais. En tout cas, l'état actuel des choses, le concerné, le sous-lieutenant en question, Mouak Boris, du 2e bataillon d'intervention, la brigade du quartier général, chef du détachement cantonné à Nachiga, l'arrondissement de Ntui dans le Mbam et Kim, est actuellement du côté de la division de la sécurité militaire à Yaoundé où il a été transféré pour suivre justement la procédure en question et le communiquer, situer les uns les autres sur l'heure, le lieu du déroulement de cet acte qui reste condamné. Le ministre affirme que la prise en charge, c'est elle-même au niveau de la famille de la victime. Maître Chazok a noté quel titre? Capital Info. Capital Info, sur l'or. Là, le Cameroun qui a une fortune dormante. Oui. Vraiment, ça, les titres comme ça font rire. Parce que les Camerounais ont une fausse impression de l'exploitation de nos richesses. Les richesses du Cameroun sont pillées depuis longtemps. Mais le peuple n'est pas au courant. Je vais peut-être vous surprendre. Nous avons plusieurs réserves qui sont contrôlées, surveillées par tout le monde entier, qui n'existent que de nom. Presque tous les éléphants là-bas ont été abattus. Quand vous partez de Somalomo pour sortir vers Minta, vous arrivez vers Djoum. Les braconniers de renom, les grands braconniers de renom, ont tout vidé là-bas. Ils veulent les points d'ivoire, avec la complicité de plusieurs dirigeants de ce pays. C'est le cas avec l'or. Pendant qu'on dit que l'or camerounais n'est pas encore exploité, tout est intact. On vous dit quand même qu'il y a des Chinois qui entrent partout. La semaine passée, il y a un chef qui s'est plaint dans le Oignon. Là, à ce moment, je crois que c'est en Balam 3, où on a trouvé un peu d'or là-bas. Les gens sont entrés. Le sous-préfet, le maire de cet arrondissement sont rendus. Ils n'ont même pas fait appel au chef, encore moins au représentant du chef. Toujours est-il dit que le braconnage à un niveau très élevé se passe là-bas. Le peu d'or qu'on a trouvé sort. Pendant ce temps, on dit aux Camerounais que non, calmez-vous, toute la richesse du pays est là. Mais vous savez, le Cameroun fait pitié. Ça fait pitié parce que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités dans le pillage des richesses. Parce que lorsqu'on peut donc piller le bois comme ça, M. Jean-Jacques, l'or comme ça, et le bois et le braconnage avec, et que pour aller à Angoïla, partant de Lomé, il n'y a pas de route, pas de pont. C'est un bac forestier de la société SIM qui lie deux vieux arrondissements de ce pays. Mais que les richesses de là-bas, que les populations impuissantes, voyez comment toutes ces richesses sont en train de partir. On se pose la question de savoir que la richesse qui dort là, c'est la même richesse qui part tous les jours là. Donc moi je pense que ce journal a peut-être évoqué un point important, à la seule différence que ce n'est pas une richesse dormante. C'est une richesse exploitée au profit des individus, mais pas au profit de tout le peuple. Sauf que le journal s'est inspiré un peu de la sortie du ministre des Mines au Salon de l'Action gouvernementale qui a donné les éléments chiffrés et également sur l'état d'avancement de l'exploitation, entre guillemets, de l'or pour dire que, et on a entendu pendant la campagne électorale, les camarades de Simon Mességué vous disent que l'une des choses qu'on reconnaît au président Paul Biya, c'est de n'avoir pas dilapidé nos richesses du sous-sol. C'était le discours ambiant de ce côté-là. Simon a retenu quelle une après la revue de presse? Oui, mais vous savez que, avant de parler de... Il n'est pas interdit de revenir sur une qui a déjà été évoquée. Vous savez que chacun a son appréhension des choses. Chacun dit ce qu'il pense, pas forcément ce qui est. Quand on dit que les ressources minières du sous-sol du Cameroun sont intactes, ça veut dire que l'exploitation n'est pas une exploitation industrielle, elle reste artisanale et superficielle. Maintenant, chacun peut... Vous savez aussi que les Camerounais aiment faire dans l'hyperbolisation. C'est-à-dire quelque chose qui peut être bien analysé, hyperbolisé et dramatisé. Au point où nous en sommes à avoir tout en noir. Je crois que oui, il y a un problème de gestion des ressources minières
Et il y a des enquêtes qui sont lancées. Maintenant, il faut que dans la communication, qu'on soit juste avec les mots, qu'on ne soit pas en train ni d'alarmer, ni de minimiser. Ce que nous disons, c'est que oui, s'il y a des enquêtes qui ont été lancées, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut noter que jusqu'en 2020, il y avait un certain nombre d'accords spéciaux qui planaient sur le sous-sol et autres, qui ont donné l'option, qui ont permis à l'option de garder son sous-sol intact jusqu'en 2020, où nous avons vu la création de la Sonamine, qui aujourd'hui est dans ses premiers pas. Si le président de la République, son Excellence Paul Biya, voulait faire ce que les uns et les autres veulent l'accuser, là, il ne veut pas créer une société qui organise la gestion et l'exploitation harmonieuse pour le bien des Camerounais du sous-sol. Et d'ailleurs, l'exploitation minière fait partie des pans importants du développement en perspective du Cameroun. Donc, je crois que toute proportion gardée, nous n'avons aucun intérêt à être dans la logique de la diabolisation de quelque chose, mais dans la logique de dire les choses comme elles sont et de souhaiter que les pouvoirs publics continuent à être très vigilants dans l'exploitation du sous-sol et justement que la société comme la Sonamine ait tous les moyens techniques, les moyens logistiques pour pouvoir arriver à gérer notre sous-sol qui est, je crois, l'un des sous-sols les plus riches en Afrique au sud du Sahara. Et là, ceux qui ont suivi cette conférence avec une grosse sincérité du ministre des Mines qui vous dit par exemple qu'il y a des délégations régionales qui n'ont pas de véhicules. Il faut des moyens pour assurer la surveillance de l'or. Il faut les moyens. L'État doit mettre des moyens de ce côté-là. Maître dit qu'il n'y a pas de richesse dormante. Simon pense que nous, la version officielle, nous croyons à la version officielle. Nous n'avons aucun intérêt à croire à une version qui est faite par une personne, contrairement à celle qui est officielle, qui est plus structurée et qui a des éléments bien plus techniques. D'accord. Maintenant, je savais mon... Voilà, on va vous le permettre. Allons-y. Oui, donc, moi, j'ai plutôt opté pour la une de mutation. Mutation. Mutation parle de la construction de la voie ferrée qui devrait aller jusqu'à N'Djamena. Il y a une sorte d'incompréhension autour du dossier entre le Cameroun et le Tchad. Non, il n'y a pas une incompréhension. C'est-à-dire que le Cameroun va construire son côté. Il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que le Cameroun, je crois que c'est le seul pays en Afrique centrale qui utilise en dehors des autres voies de communication, les voies ferrées. Chemin de fer, oui. Je ne pense pas qu'au Tchad... Le Gabon. Je ne pense pas qu'au Tchad... Bon, il y a l'autre au Gabon? Bien sûr. J'ai dit quoi là? Peut-être. J'ai dit je crois. J'ai dit je crois. Votre réseau n'est pas dense comme celui du Gabon? Non, j'ai dit on va vérifier. On va vérifier. Non, tu me permets tout cette fois pour l'informer. On va vérifier. Libreville est lié à l'Interland, c'est-à-dire à part le Goué maritime qui est Port-Gentil et le nord qui est Chlefan là, hein, c'est-à-dire à part l'Ontem, hein, le reste est lié par voie ferroviaire, c'est-à-dire par les rails. Bon, c'est ça, c'est ce mode de déplacement. Ce n'est pas un souci. Non, je dis c'est un mode de déplacement au Gabon. Je dis que pour le cas du Tchad, par exemple, le cas du Tchad n'a pas de voie ferroviaire jusqu'ici, il me semble. Donc, le Cameroun, lui, là, je crois, pratiquement 700 km de voie ferroviaire. Donc, il faut se dire que le Cameroun a déjà ce projet de relier en dehors des voies routières et aériennes, et même le Léoduc, parce qu'il y a la voie souterraine qui va de Kousséri à Kribi et qui arrive même jusqu'au Tchad par le biais du pipeline Tchad-Cameroun qui est de plus de 1010 km qui transite Non, c'est une vérité, il faut parler. C'est le pipeline Cameroun à 1070 km de Léoduc jusqu'à Kribi. Ce sont des voies qui transitent. Maintenant, le Cameroun ambitionne de construire une voie ferrée qui relie Kousséri à partir de Ngaoundéré, ce qui est normal. Maintenant, ça permettrait au Tchad, qui est dans un pays de l'Interland, et même des pays comme la Centrafrique et par extension le Niger, à pouvoir rallier pratiquement les côtes littorales atlantiques de l'Afrique par le Cameroun. Donc, c'est une aubaine. Maintenant, s'il y a des incompréhensions,
Et naturellement, les deux pays de la CEMAC vont s'entendre pour voir quelle est la juste mesure. Mais le Cameroun, lui, il ambitionne déjà. Et il y a un certain nombre de partenaires qui doivent l'accompagner, notamment la BAD ou encore un partenaire émirati. Donc, pour nous, nous ne pouvons que soutenir ce projet historique En du président de la espérant, République. En espérant D'accord. qu'on va transporter aussi les individus, pas seulement les marchandises. Bien. Bon, le chemin de fer devrait venir avec tout ça. Le va transport de soi, également. puisque celui qui est là aujourd'hui, c'est vrai qu'on reproche un peu plus. Il y a un train Jean-Jacques Douala Yaoundé Qui ne porte que les marchandises. qui ne porte que des individus, Oui. Oui, Et la plupart des gares sont fermées. Moi, je suis, la gare de Mom est fermée. La gare de Minka est fermée. La gare d'Otélé est fermée. Donc, je peux vous citer clairement les gares. Lorsque le train vous quittez ici à 17 h, vous arrêtez à Ngomo, vous arrêtez à Makak, vous arrêtez à Ezeka, vous arrêtez, je crois, à Msondo et Dea, et puis c'est terminé. Et tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait? mais c'est ce que je suis en train de dire, ce sont des doléances. D'accord. Alors, le Transgabonais existe effectivement. De ce côté-là, nous espérons donc que les Donc, hommes, doutez. pas seulement les marchandises, Vous doutez? Non, on ne doutait pas, on les complète hommes aussi, l'information. parce que c'est très plaisant. Moi, j'ai une ou deux fois, j'ai voyagé de Yaoundé pour Ngaoundéré, par train, c'était très plaisant. D'accord, on confirme justement le Transgabonais existe effectivement 648 km de Owendo, C'est près de Libreville, sur la côte jusqu'à Franceville, traverse pratiquement J'ai mis effectivement des doutes tout le sur pays. le linéaire Ouais, ferroviaire. il n'y a pas plusieurs lignes, il y a une ligne qui linéaire. Je pense traverse que le Cameroun a un peu moins linéaire pratiquement que tout. le Gabon. Voilà, d'accord. Maître, quel sujet dans la presse? La météo, bien évidemment. La Avec météo. cet acharnement qui continue sur Oui. la petite enfance. Ouais, ouais. Ça commence à prendre de l'ampleur et des proportions inquiétantes. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la fréquence. Voyez-vous, Jean-Jacques, il y a quelque temps, si je prends seulement les 3 ou 4 derniers mois, Oui. cette jeune fille dans une maison Oui. à moitié achevée. Ensuite, c'est À Petite un Divine. établissement qui a fait parler de lui. Et aujourd'hui, c'est dans les casernes que ça se retrouve. Donc, cette façon, la manière dont ça se répète, montre qu'on n'est pas en train de traiter véritablement le problème. Mesures disciplinaires, je suis d'accord. Poursuites judiciaires, je suis encore d'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher à la racine? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi tant d'acharnement sur l'avenir, le fer de lance de la nation, sur la petite enfance? Je pense que c'est sur ce plateau, on parlait, et là j'étais avec les dames lors d'une émission, Absolument. Princesse Jessie et les autres, et tout le monde, on était d'accord sur le fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Qu'est-ce qui peut donc amener un homme à aller chercher, aller faire des choses? Un homme normalement bizarres, un homme- constitué. Voilà. C'est la sorcellerie. Avec le potentiel. avec le potentiel. Des choses bizarres avec une petite enfant, c'est inquiétant. Et là aussi, en plus de la récurrence, Jean-Jacques, c'est un peu ici, ce qui me blesse un peu, c'est l'auteur présumé des faits. Bien sûr qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Vous savez, jadis, dans ce pays ou ailleurs, lorsqu'on était à côté d'un homme en tenue, on se sentait en insécurité. Et de plus en plus, Jean-Jacques... En sécurité ou en insécurité? En sécurité, lorsqu'on Voilà. avait un homme en tenue à côté. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on se sent en insécurité. Parce qu'il y a ces faits-là, il y a beaucoup de choses qu'on repose aujourd'hui aux hommes en tenue, qui agressent, qui tabassent, qui font des choses... Bien sûr que le ministre prend des mesures, hein, ça, il faut le dire. Et cette fois-ci, il a été plus que prompt. Et ça mérite qu'on puisse quand même encourager et dire merci par rapport à cela. Mais il faudrait qu'on revienne, n'est-ce pas, à cette orthodoxie où lorsqu'on voit un homme en tenue, on est plus en sécurité qu'en insécurité. Donc, vraiment, je pense qu'il est temps que les ministères concernés, le ministère et plus le ministère de la Défense, peut-être même de l'administration territoriale, bref, les pouvoirs publics, hein, ceux qui dirigent le pays, les amis de mon ami Simon, puissent réfléchir profondément parce que
tel que c'est en train d'aller, on risque de perdre tous nos enfants. Aujourd'hui, on a la peur dans le ventre d'envoyer un enfant à la boutique, d'envoyer un enfant à l'école, d'envoyer un enfant ça et là. Ça n'existait pas quand nous étions plus jeunes. Nous, on nous commissionnait, les voisins nous commissionnaient. Aujourd'hui, nous sommes pendant les vacances. Jean-Jacques, essayez de faire une petite enquête. Vous allez vous rendre compte que les parents ne veulent même pas envoyer leurs enfants au village. Or, nous, les vacances arrivaient, automatiquement, on allait au village, on allait chez un oncle, on allait chez une tante. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Est-ce que nous allons laisser que continuellement notre petite enfance soit détruite? Je pense qu'il est temps qu'on se réveille. D'accord, merci beaucoup. On a accueilli entre-temps Alex Nguepi qui est entré comme il pouvait. Ce sujet que vous abordez là ne peut pas seulement se résumer au pouvoir public. Parce que protéger la petite enfance, c'est un corridor qui doit se mettre autour d'elle. Et les pouvoirs publics, et les parents, et les associations, la société civile. D'accord. Parce qu'il s'agit de la sérénité de toutes les... Sur ce sujet, Alex Nguepi, la protection de la petite enfance aujourd'hui, l'histoire raconte que cette petite fille allait faire une course, une commission dans cette caserne-là, tout naturellement. On peut envoyer l'enfant et puis se retrouver dans cette situation. Maître s'inquiète un peu de l'état d'insécurité et même de l'attitude de ceux qui sont censés protéger les Camerounais. Et vous voyez bien que Simon ajoute que c'est tout le monde qui est concerné. Bien sûr, il a raison de ce point de vue, même parce qu'il ne veut pas reconnaître l'échec de la politique. Non, d'un point de raison. Il faut dire, ce qui m'inquiète, ce qui m'amuse dans l'histoire, aller chercher les parents de la petite fille de 15 ans. Allez chercher qui sont ses parents, vous allez voir que cet enfant-là, déjà, c'est un crime odieux qu'il faut dénoncer. Mais la rapidité par laquelle cela s'est produit, que le ministre sort, fasse un communiqué. Pas rapide. Je suis désolé. Qu'il fasse un communiqué. Le communiqué intervient 48 heures plus tard, mais il y a déjà une action qui a été menée. Oui, je dis ceci. Je ne pense pas que c'est le premier cas de viol et que ce monsieur a son premier cas d'essai. Je ne pense pas. OK? C'est-à-dire que il faut voir, aller chercher qui sont les géniteurs de cet enfant-là. Vous allez voir que ce sont les longs bras. Vous allez voir que ce n'est pas peut-être un géniteur qui est son père ou sa mère Taxina ou Bayam Salam. C'est ça qui sont qui dans ce pays. Parce qu'on a des cas d'infanticide qu'on constate, des gens normaux. Là, on est en tué. Hein. Je ne refuse pas, mais allez voir. On tue. Vous ne savez pas que dans le voisinage d'un camp spécialement installé à mais vous ne savez pas. Le monsieur est juste en détachement là-bas. Oui, mais on n'envoie pas n'importe quel enfant dans un camp. Allez faire une course. Je vous dis, allez-moi, permettez-moi, je vous dis, allez voir. J'aurais aimé, c'est que si on donne les détails, si les parents sont les paysans, sont les Benskina, sont le Camerounais lambda, on peut dire waouh, bravo monsieur le ministre. Mais j'aimerais vous allez voir, vous allez voir que ce parent a le long bras. Parce que quoi, il y a tellement de crimes qui sont commis par nos forces de défense. Il y a un certain gars qui sont dans nos forces de défense qui commettent des crimes odieux, mais que le même ministre ne sort pas, il ne fait pas de sortie. Il y a des crimes graves même que ceux-là. On peut vous en citer. Je peux vous citer un crime qui ne dure pas de 2 ans. Oui. À Logbosso, où ils sont allés, ils ont tabassé, cassé tout. Il y a eu une chaîne concurrente qui a fait un reportage. Jamais j'ai su le Premier ministre. J'étais témoin de cette scène-là. Ils sont allés, ils sont allés, ils ont saccagé les boutiques, tapé, ils ont besoin à l'hôpital. Jamais j'ai su le ministre, c'est la grande ministre de interne. Donc je dis, c'est bravo comme il a fait le communiqué, mais j'aimerais voir. Mais cependant, lorsqu'on parle d'infantile, il y a un homme politique qui est assez connu, Jean Bertrand, qui a fait une vidéo. Il dénonce, il accuse son ancien professeur d'avoir violé quand il était jeune. Oui. Non, on ne doit pas jeter ça en brèche. Non, on n'a pas dit qu'on jetait ça en brèche. Il a d'ailleurs même dit qu'il a porté plainte. Okay? Les deux ont porté plainte. Oui, oui, d'autres portent plainte. Mais puis j'arrive. Je voudrais donc dire ceci. Pour ceux qui ont l'impression qu'on veut banaliser, on se dit non, il est fou, il dérange. Vous comprenez un peu. On voit le titre du professeur. Dans d'autres États, je ne veux pas vous parler, il y a plusieurs acteurs français actuellement, canadiens, américains. Je vais vous parler de Robert Kelly, qu'ils ont commis des actes comme ça. 20 ans, 30 ans plus tard, lorsque les personnes ont commencé à dénoncer, au lieu qu'on se met à dire celui-là est fou, on a ouvert des enquêtes et on s'est rendu compte que c'était ça. Mais au Cameroun, pour le cas des gens Bertrand,
Les gens disent plutôt qu'il est fou. Oui, moi, on dit plutôt qu'il est fou, que non, ce n'est pas ça. Donc, mais non, c'est pas les gens. Sur cette affaire-là, même au niveau des médias. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, avec l'image qu'il diffuse, la vidéo qu'il fait, elle-même est déjà un problème. Oui, ce problème ou pas, mais il dénonce, il dit que le monsieur en question a abusé de lui quand il était plus jeune. Et je pense que les mêmes choses sociaux, il y a au moins 3 de ces camarades qui ont fait des vidéos pour dire oui, nous avons eu connaissance de cette histoire-là. Maintenant, seulement que les médias déjà n'en parlent pas. C'est-à-dire, on veut faire comme si c'était... Vous êtes en train d'en parler, là. Justement, j'en parle, mais justement, c'est-à-dire que vous avez vu les journaux. Ils ont plutôt préféré parler de l'autre. Pas du cas Jean-Bertrand, qui est un homme politique connu. Peut-être qu'il reste prudent, puisque ça serait... Non. Ce qui se passe, c'est quoi? Contrairement, on a un élément concret. On a un communiqué du ministre de la Défense et du concret. Je peux vous dire, en matière de viol sur mineur, c'est-à-dire quand il y a une dénonciation, on ne devrait pas être dans qu'il faut du concret. Ok? Et d'ailleurs, même nos lois sont passées. Ne sont pas. C'est mineur là-bas. Mais il était mineur quand il fait son produit. Non, à l'université. Oui. C'est pas vrai. Il était plus jeune, il était jeune, c'est un viol. Jamais il y a eu. Les mineurs parlent de c'est un viol. Jamais d'accord. Vous m'empêchez de m'exprimer pourquoi. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ça vous dérange? C'est du populisme. Permettez-moi s'il vous plaît. Vous aurez le temps de dénoncer ça ou pas. Permettez-moi. Il y a eu un viol sur sa personne. Encore c'est un homme de même sexe. Il n'y a pas eu. Il estime. De vol, on n'a pas encore aucun tribunal. Voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'il fait une dénonciation. Ok. Attends, un politique bien connu, il fait une dénonciation. Au lieu qu'on traite l'affaire sérieusement, mais on a l'impression de vouloir dire... Qui doit traiter sérieusement? Bon, j'arrive, permettez-moi. Vous voulez qu'il en traite sérieusement? Permettez-moi. Donc, c'est un cas qui est là, et on connaît le professeur à quelle partie il appartient. D'ailleurs, nous avons vu les sorties. Non, j'arrive, nous avons vu les sorties. Là, finalement, vous avez noyé votre dénonciation. Non, vous me laissez m'expliquer pourquoi. Votre dénonciation. Non, vous avez noyé votre dénonciation. C'est le populisme. Laissez-moi m'exprimer. Parce que je dis pourquoi. Nous avons vu le camarade de parti, Luther Meka, et plusieurs de communicants du RDPC qui sont sortis, dit qu'il y aura plainte et que Jean-Pierre Noël est en prison, qu'il a menti. Voilà là où maintenant je parle dans le parti politique. Je ne suis pas d'entrer du Meka qui est un ami, qu'on se voit tous les jours. Il a clairement dit là, c'est même lui qui a annoncé qu'il y a une plainte du professeur contre moi. C'est lui qui a annoncé et qu'il ira en prison, qu'il a menti. Une fois qu'il a fait, il a impliqué le RDPC. Donc maintenant, vous ne devez pas, dans le communiquant du RDPC, il a fait cette sortie-là. Maintenant, acceptez aussi qu'on vous dise que Ténier, donc, et on sait que le professeur est militant du RDPC, on le sait. Donc, maintenant on vous dit, on espère que la justice... D'accord. Non, merci, on va finir là. Une seconde, justement, une seconde. Alex, je veux donc dire, n'est-ce pas, au niveau dans des lois, chez Infantile, il faudrait qu'on renforce notre système judiciaire, qu'on mette des lois qui permettent de véritablement punir et sévir. Parce que nous avons des cas récurrents, mais on a l'impression, vous voyez par exemple à l'Hexagone, en Angleterre, aux États-Unis, en France, chaque fois le Parlement se réunit, on vote des lois, on traite cas par cas et on fait évoluer la loi. Oui. Mais au Cameroun, on a l'impression que c'est une loi qui est globalisante et que souvent les victimes n'ont même pas de suivi. C'est-à-dire cette jeune fille qui a été violée a un suivi pris par le ministère de la Défense. Bravo, monsieur le ministre. Mais il y a des cas similaires qui sont dans nos quartiers, qui malheureusement même les parents portent plainte. Souvent, ça n'aboutit pas et souvent, on se retrouve là avec un vide juridique sur ce côté. Donc, j'espère que les lois vont évoluer pour mieux rapidement. 15 secondes. Quelques précisions. C'est un avis médical qui dit que Jacques Bertrand a quelques troubles mentaux. C'est un avis médical. Donc, il aurait menti pour le viol. Il faut en tenir compte. Et ça donne d'autres qui aurait menti pour le viol. Quel est le rapport? Mais je vous dis qu'il faut toujours tenir compte du fait qu'il ait des troubles mentaux déclarés par un médecin compétent. Mais écoutez, quel est le rapport avec le viol? Alex, permettez-moi 15 secondes. Je prise de parole. Et ça, je vous le dis pour que l'opinion ne se trompe pas. Il faut toujours partir du fait qu'il y a un avis médical sur Jacques Bertrand qui dit qu'il a des troubles mentaux. Bon, mais un avis. D'accord, mais qui peut tu le dis en cause? D'accord, non, ça peut être un avis scientifique qui est palpable. On a d'abord cela. Il peut même être contesté, mais on a d'abord ces éléments-là. Je voudrais dire que de même, il y a une pièce médicale qui dit que Mansouré
dément. La pièce ne le dit pas. Elle l'affirme. D'accord. Elle affirme justement. De même, la plainte du professeur va donc tomber, n'aura pas d'effet. Parce qu'il est dément. D'accord. Donc c'est incapable. C'est moi à la parole. On ne peut pas engager la responsabilité. Mais la plainte est déjà là. On reste sur le chemin du droit. Cette plainte ne donnera rien sous la base du document officiel. D'accord. Allons-y. Je vais repréciser une chose. Il ne faut pas incriminer le RDPC sur les avis privés. Quelqu'un sur sa page a donné un avis privé. Vous ne pouvez pas incriminer le RDPC là-dessus. Le RDPC sur les réseaux sociaux a des pages officielles. Simon, nous sommes d'accord, mais sauf que c'est difficile de faire la différence. Mais il y a la différence. Entre monsieur, je ne sais pas comment l'appeler, le terme cas, le docteur Lemeka et sa qualité. Vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes avocat. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, là, des sujets qu'on m'a donné à l'université, la vie privée des hommes publics. Non. Comme pour dire qu'un homme public n'a pas de vie privée. Mais elle existe. Vous avez raison, mais la fonction. Elle est mince, mais la frontière existe. S'il n'a pas été mandaté par le parti. Elle n'est pas mince. Oui. Elle n'est pas mince. Mais elle existe. Elle n'est pas mince. Nous sommes dans le cybernétique, où chaque personne a son identité. C'est clair et net. Le RDPC a son identité. CPD, RDPC, CPDM.cm. Voilà. Il n'y a rien de cela, vous pouvez feuilleter. Mais maintenant, si quelqu'un prend sur lui de dire telle chose, au vu des éléments qu'il a, ça l'engage. Mais Simon, les communicants ne communiquent pas seulement sur les plateaux et autres, c'est aussi... Non, moi j'ai ma page. Ils ont même des communicants digitales. Ce qu'il dit dans sa page n'engage que l'on lui. Même dans la page sur le RDPC, le RDPC s'écrit, c'est des personnes qui écrivent. Non, je vais le reprendre, Simon. Ce qu'il dit, c'est faux. Parce que quoi? Alex, on va sortir de là. C'est un débat parce que nous avons été exclus des partis politiques à cause des choses sur le palais et que le parti a estimé que c'est engagé au parti. Non, c'est un débat. Il faut pas non, c'est un débat. à respecter ces textes. C'est un débat. En quoi cela vous engage à le parti? Il faut faire Vous avez pris les positions que vous engagez. Le parti a pris ça pour lui. différence entre une personne morale et une personne physique. Je vous dis. Sauf que les personnes morales sont représentées par les personnes physiques. Non, vous ne pouvez pas. Un grand auteur français disait que je n'ai jamais vu une personne morale. On voit la personne morale. Vous n'êtes pas la philosophie. C'est la philosophie. Nous sommes en train de vous dire ceci. Ce qui est sur ce plateau, quelqu'un sur le cybernétique n'engage pas un parti politique. Ah bon? Pour que j'arrive ici, oui, je suis mandaté. Je voulais préciser cela. Sur ce plateau, il est mandaté par la RDPC. Si j'arrive ici, parce que c'est un confrère qui m'a invité, tout ce que je dis n'engage en rien le RDPC. Tout à fait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord, merci. Bonsoir Jean-Jacques. Pardon, quand vous êtes là, parce s'il vous plaît. en tant que confrère, et quand vous êtes là, oui, c'est lui qui annonce, sauf que c'est le public qui écoute. Non, même sur le public. L'émission, ce n'est pas un. Merci, on va avancer. Alors, est-ce qu'Alex Nguepi est là pour représenter le SDF sur ce plateau? Est-ce que ce que vous allez dire sur ce plateau engage le SDF? D'accord. Le débat est court. Jacques, pardon, que l'Ongom n'a finisse d'abord l'autoroute. Il y a des messages intéressants. Je suis président de la communauté du SDF, n'est-ce pas? En principe, ce que vous dites, en fait, ça n'est pas le DF, il est comme du SDF, je suis comme du SDF. Ok, donc quand on est devant un plateau, tout ce qu'on dit engage le parti. Non, c'est pas vrai. Et plusieurs, non, permettez-moi. Je vais vous faire quelque chose. Actuellement, il y a un procès qui se passe pour le MRC, où des personnes, que bien que le MRC ne soit pas allé aux élections présidentielles, sont allés sur le plateau et ont une des propos, ils sont convoqués. Comprenez très bien. Ils sont convoqués. Et je vais vous dire que j'ai même été exclu du MRC parce que je suis sur un plateau qui n'ont pas vu que j'y aille. Non, permettez-moi, bien que le présentateur avait clairement signifié qu'Alex Nguepi était ici en tant qu'homme politique ou bien en sa qualité du personnel. Mais lorsqu'on m'a reçu au CMA, on m'a clairement fait comprendre en communiquant ce que je dis. Ça n'a rien à voir. Alors, lisons rapidement quelques messages pour qu'on avance. Bonsoir, Jean-Jacques, pardon.
que le Ngomna finisse d'abord l'autoroute Douala-Yaoundé et après on verra Yaoundé-N'Djamena. Pour ce qui est du chemin de fer, c'est de Gonzac à Abedi. Moi j'ai vu le titre d'un journal qui disait que les travaux sont arrêtés. D'accord. Bonsoir, Jean-Jacques Zé, bien vouloir demander au monsieur défenseur du RDPC de nous permettre de suivre l'émission en toute quiétude au lieu de faire étalage, je ne sais pas trop quoi. Les principaux réseaux et chantiers de la région comprennent Cameroun. Le réseau s'articule autour de 2 lignes principales, le Trans-Camerounais reliant Douala à Ngaoundéré et la ligne Douala-Kumba. Le pays a validé un tracé ferroviaire majeur pour relier Ngaoundéré à N'Djamena au Tchad. Je ne sais pas trop, la chute c'est quoi? C'est la chute que je recherche. Le pays possède au Gabon, oui on a dit, il y a le Trans-Gabonais, Congo et RCA, chemin de fer Congo-Océan, relie Brazzaville au port de Pointe-Noire, 500 km, Docteur Tawam à Yaoundé. C'est pour ça que l'émission est participative. Vous avez vu que vous avez contribué simplement et utilement. Jean-Jacques, votre panel, vraiment, je pense que tant que nous aurons des personnes comme il nous sera très difficile de redresser ce pays. J'aimerais bien savoir ce qu'il donne comme conseil à ses propres enfants. Je ne sais pas de quoi parler. Marius, depuis Toulouse, soyez précis lorsque vous faites une réaction. Bonsoir le plateau. Monsieur Metsengue doit nous laisser les belles paroles. Si le Tchad propose la construction des rails avec nous, pourquoi refuser sous prétexte que la Banque africaine de développement est là? Où est la coopération sous-régionale JP Niam à Yaoundé? Est-ce qu'on a pu la faire par le bon bout? JP, bonsoir. Le panel, l'acte de viol, c'est bel et bien produit tel que stipulé dans le communiqué du MINDEF. En fait, dans ce village natigal, il n'y a pas d'énergie et la base de la BQG alimentée par l'énergie solaire est une aubaine pour les populations qui y vont pour charger leur téléphone et autres appareils électroniques. C'est dans ce cadre qu'un parent a envoyé sa fille de 15 ans récupérer son téléphone. Malheureusement, cette dernière a croisé le chemin de son bourreau. Il faut dire que cet acte a surpris tout le monde car ce sous-lieutenant en question est bien connu dans la ville de N'Tui pour sa rigueur et sa discipline. Son acte reste encore incompris par bon nombre d'entre nous responsables de services dans l'arrondissement de N'Tui. C'est un responsable de service public dans la ville de N'Tui qui envoie ce message là, demander qu'on garde l'anonymat, mais c'est clair là-dessus. Monsieur, une plainte a été introduite en France par Issa Tiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle la dernière, président national du FSNC, contre plusieurs cadres camerounais, plusieurs responsables, parmi lesquels le président de la République, dans le cadre de la crise post-électorale. Quelle réaction, Alex Nguepi, lorsque vous avez lu le document attestant justement que la plainte a effectivement été déposée à Paris? Bon, je trouve que je félicite d'abord Issa Tiroma de l'avoir fait. Il était grand temps. Lorsque on se rend compte que notre justice nous aux autres, des gens ont été arrêtés, ils sont incarcérés. Plusieurs n'ont même pas eu de jugement jusqu'à jour. Il y a certains qui continuent, qui décèdent en prison. Voilà, on les reproche d'avoir manifesté lors des élections présidentielles parce qu'ils contestaient les résultats donnés. Comme bon nombre de Camerounais, ici, ils ne connaissaient pas. Parce que voilà, c'est leur droit. Hein. Mais au Cameroun, dans le régime dictatorial où nous sommes, vous avez des magistrats qui estiment qu'une fois que le Conseil constitutionnel a donné le verdict, vous dites que M. Paul Biya n'a pas remporté, c'est un crime. Ok, en droit, peut-être c'est un délit, un crime, d'accord. Mais cependant, est-ce qu'on devrait tuer un Camerounais pour ça? Si un Camerounais n'a pas voté pour M. Biya, si un Camerounais, par exemple, dans les bureaux de vote de Blom, ça dit où j'étais, où M. Tiroma a dit que les résultats lui donnaient sur, vous allez par exemple voir 150 personnes votant, M. Tiroma avait sensiblement 120 personnes. Hein. J'ai la famille du côté de Tchang, où on vous dit clairement que M. Tiroma, dans ce bureau de voix, avait presque 100% de voix. C'est-à-dire que c'était là, les profs sont là. J'ai même en BAM, des gens là-bas, j'étais responsable d'un parti du côté d'en BAM, ils m'ont donné la même chose. Mais quand les résultats ont été publiés, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu et ce qui a été proclamé. Donc, il y a eu des émotions, les gens n'ont pas pu se maîtriser, ils sont sortis dans la rue et ça donne ce que ça a donné. On ne va pas refaire le procès concernant cette élection présidentielle, mais si tu dis que
quand il y a une élection présidentielle et que le président est contesté, parce que c'est le cas. Hein, le président est contesté? Oui, il est contesté, mais parce qu'ils sont en prison. Même moi, sont en prison? Oui, même moi je conteste sa légitimité. Je l'ai perdu, j'estime que cette élection, il a perdu. Moi, je suis clair dessus. Maintenant, vous allez me dire que c'est mon droit de le dire. J'estime que cette élection, il a perdu. Et comme c'est le Cameroun, j'estime qu'il y a eu un coup d'état électoral. Hein, ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette démarche auprès des tribunaux? J'arrive. Oui, on a très peu de temps. Oui, vous dites quand ça me concerne. Quand ça me concerne. J'estime qu'il y a eu un coup d'état électoral. Comme souvent dans nos États, il y a des coups d'état constitutionnels, des coups d'état militaires. Au Cameroun, un coup d'état électoral. Malheureusement, c'est la loi du plus fort. Celui qui a fait le coup d'état électoral a les finances, il a l'armée, il a l'économie, l'administration, il a la justice à ses ordres. Donc, il peut décider tout de suite qu'Alice Guépi, comme il a dit, je l'envoie en prison. Il peut les faire. Sur votre logique, il a la population. Quelle population? L'autre. Non, arrêtez ça. L'autre qui aurait gagné. L'autre qui aurait gagné. Non, celui qui dit qu'il a gagné à quelle population? Mais si tu dis que tu as gagné, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont voté. Non, je vous dis, lorsque le Conseil constitutionnel a donné les résultats, ok, c'est une institution, on s'y soumet. Mais cependant, les Camerounais, au fond d'eux, savent que ce monsieur n'a pas gagné l'élection présidentielle. D'accord. Donc, de ce côté, moi, je n'en doute pas. Maintenant, M. Issa Tchouma Bakary, il s'est rendu compte que notre justice est aux autres et que ça ne peut pas aboutir. Donc, il a donc cru bon de saisir les puissances étrangères qui est la France, parce qu'apparemment, les juges sont là, les avocats sont là, vont nous expliquer. Apparemment, le droit français serait universel pour certains types de délits ou de crimes. Ok, je crois qu'il a saisi cette aubaine. Et il faut dire, quand moi je sais, la compétence universelle. Oui. Quand je regarde, je me dis, qu'on va vraiment penser, il ne saisit pas comme vient dire qu'il prend du Cameroun. Non, il saisit parce qu'il estime que ceux qui ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opinion, que ce soit en manifestant, que ce soit en parlant, alors ces personnes, leurs droits ne sont pas respectés et que la justice ne fait pas le travail. Donc j'espère qu'au sortir de là, la justice française va faire le travail qu'il a fait et que voilà et que les choses pourront peut-être servir qu'il y ait une pression, il y a une pression diplomatique qui permet que ces personnes qui sont en prison puissent être libérées. Monsieur Diop, sur cette question, la démarche de Issa Tchouma Bakary, comment est-ce que vous la lisez? Rebelote. Ça nous rappelle les événements de 2018. Ça, il faut commencer par. Je suis toujours impressionné par les soutiens d'Issa Tchouma Bakary, moi personnellement. Des personnes qui ont pris l'habitude, d'ailleurs, ils ont donné de très gentils surnoms aux leaders politiques camerounais. Il y en a un qu'on appelle Pi, l'autre qu'on appelle le 1 des 1. C'est-à-dire ils reconnaissent le résultat qui est affecté au 3e, au 4e et au 5e, mais contestent celui qui est reconnu au 1er et au 2e. Ils sont d'une inconsistance, ces soutiens de Tchouma Bakary, à un tel point que je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'ils viennent sur la place publique pour défendre certaines positions. Avant l'élection présidentielle 2025, il y a des gens dans ce pays qui disaient « Moi, je soutiens Issa Tchouma Bakary parce qu'il est capable de défendre sa victoire en cas de victoire. » On a entendu cette chanson, et c'est vrai, on espérait qu'il en soit capable. Mais je dois reconnaître que lui-même a été surpris par le score qu'il a eu. C'est quelqu'un qui allait tenter quelque chose, qui a été porté par une dynamique, mais sortie, ou du moins une dynamique apparue de manière ex nihilo. Issa Tchouma Bakary qui obtient 35% officiellement, n'y croyait pas lui-même. Et donc, surpris par ce résultat, zéro stratégie pour essayer, mais zéro stratégie pour essayer de se défendre. Il nous parle des résultats de Tcham qui donnaient parfois 120 voix, 150 à Issa Tchouma Bakary. Mais le Cameroun ne se résume pas qu'à Tcham. C'est 10 régions, 58 départements, 360 communes. Il n'avait de surveillance sans les bureaux de vote que dans le littoral à Douala, précisément, quelques coins à l'ouest et à Garo. D'accord, on est d'accord que ce débat est carrément déjà derrière. Mais la démarche aujourd'hui sur la crise post-électorale. J'essaie d'amener le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut bien qu'on mette tout cela au clair. Le temps de parler est équilibré. Il faut mettre tout cela au clair. Alors, quand j'ai fini de dire tout cela, cette démarche nous fixe sur 3 axes. Le premier, à mon sens, est juridique et stratégique. Au nom du principe, vous l'avez dit, universel ou tout ce que vous voulez. Mais au nom de quoi la justice française est saisie pour des faits qui sont développés au Cameroun par un Camerounais qui vit en Gambie? Première question que je me pose. Quelle est la stratégie derrière? Absolument aucune. Issa Tchouma Bakary est conscient que les 7 années à venir seront extrêmement longues et qu'il faut exister. Maurice Kamto a saisi en son temps, en 2018, et l'Union africaine, et les Nations unies, et tout le reste, ça a donné quoi jusqu'à aujourd'hui? Absolument rien. On a affaire à un homme qui nous disait il y a peu de temps, moi je ne bougerai pas du Cameroun, qui finalement s'est retrouvé en Gambie, et s'est réduit aux casseroles tous les samedis soirs.
Que peut-on attendre d'une stratégie initiée par ce monsieur? Absolument rien. Il faut qu'on sorte de l'esbrouf ce soir, monsieur Nguepi. Arrêtez avec ce soutien qui n'a abouti à rien. Et concentrons-nous sur autre chose. Saturoma Bakary a annoncé qu'il n'irait pas aux élections locales qui arrivent. Et donc, du coup, il fera tout pour rester au maximum dans l'esprit du désordre pour désorienter les autres. D'accord. Sur l'opportunité de cette poursuite, Maître Chiazok, de cette procédure du côté de Paris, ça pourrait apporter quoi en l'état actuel? De manière péremptoire, je dis rien. Parce que je suis un peu surpris de M. Nguepi de parler du droit français qui serait universel. Je ne sais pas si le Cameroun a signé une convention que je ne maîtrise pas jusqu'à présent. Quelqu'un maître va nous aider là-dessus. Le peu que je sais, c'est que lorsque j'étais en première année de droit, on avait un cours sur l'application de la loi dans le temps et dans l'espace. Le Cameroun est un État souverain qui est régi par ses lois. La France n'est pas une institution internationale. La France avait des relations précises avec le Cameroun sur ce qu'on appelait les fameux accords qui n'ont pas été renouvelés. Je pense humblement que la France n'a rien à voir dans les problèmes internes de gestion d'une élection au Cameroun. Parce que le Cameroun est un État souverain. La deuxième chose, c'est que lorsque M. Issa Thirom a saisi la France, il faut quand même qu'on fasse une analyse politique. Parce que je suis un président de parti politique. Il nous avait été clairement dit lors de l'élection que M. Issa Thirom Bakary était un pion de la France. Il faut donc se justifier de la mission qu'on lui a donnée, où il a échoué. Et vous voyez que là, on parle de la crise post-électorale. C'est pour montrer à la France, ou à ses soutiens, que j'ai fait le job, ils ont triché, ils ont tué, ils ont enlevé. C'est pour ça que je ne suis pas président. Il est bien vrai que ceux qui nous gouvernent, nos dirigeants, sont allés un peu au-delà. Mais le peuple qui était dans la rue ne marchait pas seulement. Les biens des Camerounais étaient attaqués. Et aucun Camerounais ne pouvait accepter que ces biens soient attaqués. Quelle est cette contestation des résultats qui a mené les marcheurs pacifiques, comme on le dit, dans les poissonneries des gens? Comment ils se retrouvaient avec les bouteilles de gaz des autres Camerounais qui n'étaient pas candidats à l'élection présidentielle? Donc, fort de tout cela, il revenait quand même au gouvernement de protéger également les autres Camerounais qui n'avaient besoin que de paix. Donc, maintenant, moi je ne vois pas la magie. Je ne vois pas la magie que la France fera pour convoquer le président Paul Biya et tout ce qu'on a cité, et que cela se présente dans une juridiction française. C'est que nous ne sommes plus un État. Il faudrait que M. Nguepi sache que nous sommes en 2026. Je suis de ceux qui critiquent la façon dont notre État fonctionne. Mais je ne peux pas, moi, comme homme politique camerounais, accepter qu'un autre pays, bien que ce soit la France, convoque le président de la République du Cameroun devant une de ses juridictions. Ce temps est révolu. Nous, Africains, aujourd'hui, les leaders politiques d'aujourd'hui peuvent s'entendre sur un seul point: la non-gérance de l'ancienne colonie ou des anciennes colonies en Afrique. Parce que ce n'est que ça qui peut nous permettre aujourd'hui de nous retrouver ensemble et pour permettre que l'Afrique, l'Africain et les pays africains et leurs dirigeants soient respectés. Maître, sur cette question, la procédure du côté de Paris, sur les motifs qui sont évoqués par Issa Thirom Bakary, sur le plan politique et sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Alors, Jean-Jacques, lorsque j'ai pris connaissance de l'attestation de dépôt de plainte contre le président de la République et certains de ses proches collaborateurs, je n'ai pas agi comme le citoyen lambda. Je me suis demandé, la première chose, c'est que je me suis demandé, avant de m'intéresser si la plainte peut aboutir ou pas, je me suis intéressé, n'est-ce pas, au fait de savoir pourquoi est-ce qu'on est allé saisir les juridictions françaises.
Alors, je me suis rendu à l'évidence que lorsque... la première chose, Jean-Jacques, c'est que c'est sur ce même plateau, il n'y a pas très longtemps, hein, vous nous avez posé la question de savoir si l'élection présidentielle de 2025 était désormais dans l'histoire. Dans l'histoire. Il me souvient que ce jour-là, nous n'étions pas nombreux. J'étais peut-être seul ou accompagné d'un autre copanéliste qui avons pris la peine de vous dire que ce n'était pas encore clôturé. Et l'actualité aujourd'hui me donne bien raison. Ce qu'il faut relever, c'est que si vous prenez les instruments juridiques nationaux, vous allez vous rendre compte que le président de la République est justiciable uniquement devant la Haute Cour de justice. Et bien évidemment, la Haute Cour de justice n'est pas... Elle n'est pas encore créée au Cameroun. Elle n'est pas en place. Elle est prévue dans la Constitution, mais elle n'existe pas encore. Donc je pense que Simon va se réjouir certainement de cela. Et ça fait partie des instruments juridiques qui sont prévus, mais qui ne sont pas en place. Je pense que c'est une réflexion purement politique. Et ça fait qu'il est difficile d'engager la responsabilité du chef de l'État. Ça, il faut également relever que le chef de l'État bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, d'une immunité fonctionnelle. Donc, il y a aussi ça qui fait obstacle. L'autre chose, l'autre élément qui m'est venu à l'esprit, c'est que le Cameroun n'a pas ratifié le traité de Rome. Et il vous souvient très certainement que le traité de Rome, n'est-ce pas, c'est l'acte de naissance, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Donc, M. Tiroma, certainement, il est conscient de cela. Il sait que s'il va à La Haye, certainement, on va lui faire ce reproche-là. Ça ne va pas prospérer parce que la CPI ne peut pas se mettre en branle dans le cas d'espèce, le Cameroun n'ayant pas ratifié le traité de Rome. Je précise quand même qu'en Afrique centrale, il y a la Centrafrique qui a ratifié, et il y a les deux Congos qui l'ont fait, mais pas le Cameroun. Alors, s'agissant des juridictions françaises, je pense que c'est, si je me trompe, c'est l'article 689-11 du Code de procédure pénale français qui consacre, n'est-ce pas, la compétence universelle des juridictions françaises. Mais ces juridictions sont compétentes en quelle matière? Ces juridictions sont compétentes lorsque nous sommes en présence des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. La question est donc de savoir, est-ce que, moi je n'ai pas lu la peine, j'ai vu simplement l'attestation des dépôts, est-ce que ce sont ces infractions qui ont été visées dans la plainte qui a été déposée? Ça c'est la première question, je ne sais pas. Est-ce que ce qui s'est passé après l'élection cadre avec la qualification qui est donnée par ces infractions-là, voilà une autre question. Mais maintenant, le véritable problème, ma foi, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi cette plainte ne pourra pas avoir une suite favorable. La première chose, c'est que pour que cette juridiction se mette en branle, il y a 3 ou 4 conditions qu'il faut réunir. La première condition est celle de la double incrimination. Il faut nous expliquer de temps en temps. La double incrimination veut que les faits tels que définis dans le droit français et tels que reprimés puissent être punis et définis de la même manière dans l'État. Donc, celui qui est censé être poursuivi détient la nationalité. Dans le cas d'espèce, le Cameroun et la France. Il ne me souvient pas aujourd'hui que la législation camerounaise fait très souvent allusion à ces infractions de crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Donc ici, vous allez comprendre très brièvement que le problème de double incrimination se pose dans le cas d'espèce. Donc il y a déjà une condition qui n'est pas réunie. La deuxième condition, c'est celle de la résidence permanente. Il faudrait la résidence habituelle, autant pour moi, parce que ce n'est pas la même chose en droit. Il faudrait que celui qui est l'auteur des faits puisse résider, n'est-ce pas, dans le territoire français, ne serait-ce que de temps en temps. Il me souvient que jusqu'ici,
Simon conseille toujours au président de la République d'aller à plutôt Genève. à Genève, du côté de la Suisse. Et rares sont les cas. Quand je dis Simon, j'ai dit... voilà. Oui. Donc, c'est pas toi, un petit pertos, mais Simon. Donc, du côté de Genève. Et donc, là encore, ça fait problème. La troisième condition, c'est celle de la résidence temporaire subsidiaire. Ça veut dire que tu n'es pas résident permanent ou habituel dans le territoire français, mais en revanche, tu y résides de façon subsidiaire, c'est-à-dire que tu pars, tu fais un temps considérable. Ce temps considérable, le président, nous le savons tous, le passe en Suisse. Et la dernière condition dans le cas d'espèce est celle de la subsidiarité. Ça veut dire que pour que ces juridictions-là se mettent en branle, il faudrait qu'aucune juridiction nationale et internationale n'ait été saisie, que ce soit pour les faits, que ce soit pour l'extradition de l'auteur des faits présumés, n'est-ce pas, dont on veut examiner. Et au niveau de la procédure également, c'est un peu complexe parce qu'en réalité, lorsque vous déposez la plainte, et il faudrait ils ont ce qu'on appelle un procureur de la République antiterroriste. C'est lui qui, en réalité, reçoit la plainte et avant même de vouloir, n'est-ce pas, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la plainte, il saisit d'abord le ministre de la Justice française pour, n'est-ce pas, qu'il puisse donner son avis quant aux poursuites qui devront être engagées. Et quelqu'un l'a dit ici, le Cameroun, un pays souverain, vous savez, dans les pays, l'ingérence est un principe de droit international. Ce sera difficile dans le cas d'espèce, eu égard aux modestes éléments que j'ai apportés, que la plainte de M. Issa Thiro Bakary puisse connaître une issue favorable. Merci pour ce chemin, ces explications sur le plan juridique. Simon Mutsengue, selon une doctrine qu'il a choisie. Selon Il a pris une doctrine. Est-ce qu'on est dans une doctrine? Oui, il a pris une doctrine pour expliquer, pour montrer que ce n'est pas possible. Mais notre avocat vous dira le contraire. Bien sûr, dans ce il y a des débats. Non, je n'ai pas pris la doctrine. Non, j'ai pris les débats. Les éléments de droit. Enfin, je peux donner des dispositions légales. Je peux même Permettez-moi. Allez-y, Alex, on va vous plus en dans parole. ce genre de cas, quand vous voulez faire intervenir un juriste, il faudrait qu'il y ait un juriste ou un avocat qui défend, qui trouve normal la plainte. Et dans ce cas, il va vous donner. Permettez-moi, il vous donnera aussi des éléments de droit allant dans ce sens-là. Non, sauf il a pris des éléments. Je ne viens pas pour défendre la plainte. Je vous dis, non. Qu'est-ce que la loi? Non, qu'est-ce que la loi? Je vous dis. Peut-être sur ce plateau, une personne qui est souvent opposée à moi, c'est Simon qui est du RPC, il est là en face de moi. Une fois aujourd'hui, on risque de faire chemin ensemble. Je vous dis, mais là, c'est le droit qui permettez-moi. Allez-y, Alex. Oh là là, absolument qu'on nous pose non, deux avocats. C'est ce que quelqu'un disait. En fait, ce qu'il a dit, se divise même sur un article. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qu'il a dit, M. Thiouma a son conseil. Ok. Et s'ils ont décidé de porter cette plainte, c'est qu'ils ont des éléments juridiques, des éléments qui leur permettent que le plainte puisse prospérer. Non, si on va dans ça, permettez-moi que chaque fois que quelqu'un porte plainte, il a raison. Je vous dis, je vais vous dire que pourquoi est-ce que vous ne voulez même pas que je dise chaque fois? Non, ce n'est pas sur cet élément. Non, mais je vous dis, on ne discute pas le droit, on dit c'est la loi. Il vient de dire le droit. J'ai pris la peine de donner la disposition de membre juridique. Oh là là, je vous fais comprendre. On n'est pas sur le plan politique. Non, je ne suis pas sur le plan politique. Permettez-moi. Il y a un grand avocat qui vous avait dit en 2004 que les élections à la Cour constitutionnelle sont un dogme. Ok? Le même avocat est revenu en 2018 et a porté plainte à la constitutionnelle pour une élection. Ok? Cet avocat-là, au moins qu'il a dit en 2023, il avait des éléments juridiques pour étayer sa thèse. Le même avocat en 2018, ok, a également des éléments juridiques pour étayer sa thèse. C'est que ce qu'il donne l'impression, en fait, il tente de faire un jugement. En fait, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il veut montrer que cette plainte-là, justement par là, je vous dis, c'est faux. Faites l'expérience. Cherchez un avocat qui trouve que
Monsieur Chirouma. Cherchez le vôtre, vous l'avez sur ce plateau. Il y a pas de vous de vouloir. Non, Alex, non, pas politique. C'est pas une séance infuse, je vous dis. Écoutez, moi je suis. Non, mais c'est pas une séance infuse. Lorsque on y a une question de pouvoir, je dis qu'est-ce que le droit prévoit. On va avancer. Vous avez essayé de faire. Lorsqu'on vous avez essayé de faire comprendre à l'administrateur que. Je vous ai posé le fondement légal. Non, vous voulez que je lise? Vous dites ça va par rapport à. Il ne faut pas penser que parce qu'on a vous avez pris, vous avez pris des éléments de droit qui vous arrangent, vous avez sorti cela. Donc par contre, un autre avocat, vous l'avez rencontré d'autres avocats pour expliquer, c'est tout. Maître, on va avancer. Choisissez-le. Maître, on va avancer. Alex, s'il te plaît. Je rappelle qu'on va autoriser, on va permettre, on va ouvrir la ligne sur une vingtaine de minutes. Si un avocat qui pense le contraire de ce que Maître a dit concernant le droit, s'il a d'autres éléments, cet avocat peut intervenir en direct, on va le prendre. D'accord. Ça va. Simon Messengue, sur la démarche, sur le timing de Issa Chiroma Bakari, ça apporte quoi au débat politique? Je suis d'accord avec Maître, il avait défendu fermement ici qu'on ne peut pas considérer que l'élection présidentielle est dans le passé, parce qu'il y a encore des gens qui sont en prison. Il y a encore des plaies qui sont ouvertes. Jean-Jacques, je suis très agacé lorsqu'on veut édulcorer l'image de toute une nation. Et c'est curieux parce que ceux qui veulent faire la politique sont dans cette logique-là. Il ne s'agit pas ici de politique Nguepi. Il s'agit de... Monsieur Nguepi quand même, oui. Habillez mon nom. Nguepi c'est un nom, Mbetchengue c'est un nom. Allez-y. Il s'agit de la souveraineté d'un État. De quelle souveraineté vous parlez? Glencore, c'est pas souveraineté d'un État. Mais arrêtez, il y avait cette souveraineté-là. Permettez à Simon d'avancer. Mais il ne vient pas de Glencore, c'est pas la souveraineté. Vous ne croyez pas la souveraineté de votre État? Vous dites Glencore. Quand on parle de Glencore, c'est quoi? Alex. Non, je dis, c'est pas quelle personne de l'État. On dit que ça s'appelle Glencore. D'accord, laissez qu'il aille jusqu'au bout. Alex va réagir. Est-ce que permettez que Simon. Mais même pas souveraineté de l'État, non, je suis affaire de souveraineté de l'État. Allez-y, Simon. Alex, je ne fais pas dans l'agitation. Vous êtes militant d'un parti politique qui est assez structuré, le SDF, et qui est en déphasage avec ce que vous faites ou ce que vous dites. Ah, c'est vous dans le conseil du SDF? En tout cas, sachez que le SDF rejette tout conseil dans du RDPC. Donc ça, c'est vraiment, pour le conseil de mon parti politique, de rester dans le pouvoir. Vraiment, c'est Simon qui a la parole, Alex. Un militant du RDPC qui veut tirer les conseils SDF, c'est à rejeter. D'accord, c'est rejeté. Donc, Simon, allez jusqu'au bout. Non, laissons ça. Vous ne connaissez rien, aucune information que vous pouvez donner ce point. Je dis bien, aucune information parce que nous ne sommes pas amis. Nous sommes des adversaires politiques. Alors, donc, arrêtez de choisir des adversaires politiques. Vous n'avez. S'il vous plaît, permettez-nous d'avancer dans le débat. S'il vous plaît. Ce débat, parce que vous ne savez pas. Alex, ce débat a des éléments juridiques. Et le sujet est délicat. Oui, mais tel dit ça, il faut le recadrer. Il faut le recadrer que non. Là où ça va, d'accord. Vous ne voulez pas de conseils. Il a dit que ce n'est pas des conseils. Simon, répondons à la question. Je ne fais pas de conseils. Le SDF a reconnu la victoire du président de la République, son excellence. Vous allez lui communiquer entièrement. Et donc, je voudrais dire ceci. J'espère que vous savez lire. Je suis en train de dire ceci. Le Cameroun est un État souverain et maître de son destin. Parmi les 193 États du Conseil des Nations Unies, il est égal en droit à l'État français. Si vous ne le saviez pas, c'est un fait. L'élection présidentielle de 2025 est terminée. Pour vous? Pour tout le monde. Pour vous? Pas pour Chiroma et ses partisans. Maintenant, s'il y a des agités, des tourmentés, qui veulent continuer à agiter le cybernétique est ouvert. Moi-même, je peux écrire là maintenant que les élections aux États-Unis ne sont pas terminées. En France, ce n'est pas terminé. Je peux l'écrire. Ça n'engage que moi. Je peux m'aller déposer une plainte. Déposer une plainte, c'est quoi? J'écris, je dis que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est une plainte. Ça n'engage que moi. Mais le chien aboie, la caravane passe. Le Cameroun est focalisé sur l'avenir. Si vous ne savez pas, nous, à RDPC, nous préparons il y a deux choses. Mieux accompagner le président de la République. Depuis 40 ans, allez-y. Dans la mouvance de développement du Cameroun. Deuxièmement, nous préparons déjà les élections municipales et législatives. Nous sommes sur le terrain. Si vous voulez continuer avec votre agitation, quitte à vous. Moi, je ne parlerai pas de ce qui se passe en Gambie.
je ne parlerai pas des Caïns qui, après une élection, sont en train de passer du monde entier, ainsi de suite. Je ne parlerai pas d'eux. Je parle de ce qui nous intéresse en ce moment précis. Vous voyez que je ne parle pas de ça. En ce moment précis, nous avons des enjeux. Vous avez vu que même la presse tout entière, la majorité de la presse, parle des choses qui se passent à l'Assemblée nationale et tout ce qui se passe. Tiens, nous sommes en débat d'orientation budgétaire. Nous focalisons là sur le budget de 2027. Les préoccupations des Camerounais. Quel est le Camerounais aujourd'hui qui pense encore à ce qui se passe en Gambie? Mais si on vous donne l'impression qu'une élection, c'est juste le résultat et c'est terminé. Une fois qu'on a les résultats, c'est terminé. Est-ce qu'on ne fait pas le bilan? Est-ce qu'on ne tire pas les leçons? Vous voulez nous dire que non, continuons, tout va pour le mieux. Il y a des gens qui sont encore en prison dans cette affaire. Avec la proclamation oui, des résultats. le processus électoral, mais est-ce que c'est en cela que se résume une élection? Je vais vous dire ceci. Oui. Un État a une locomotive. Le groupe La Météo a une locomotive. Dans le processus, dès que le PDG dit, bon, ok, ce dossier, on le met de côté, voici la sanction, on avance. Mais les commentaires sont libres. Jean-Jacques, vous pouvez dire que bon, le dossier que le PDG a mis là, moi je pense qu'on pouvait encore écrire telle chose, c'est le droit. Mais la dynamique est lancée. Le président de la République, le 6 novembre, quand vous lancez une dynamique alors qu'il y a encore des séquelles qui peuvent vous rattraper, des plaies ouvertes quand même. Est-ce que ce n'est pas manquer d'humilité que de s'arrêter à un moment donné pour interroger quand même comment on va gérer l'après-élection? Nous sommes à partir d'une élection à une autre, il faut quand même qu'on fasse un bilan. Nous sommes 7 mois plus tard. C'est pas beaucoup. Il faut arrêter. C'est pas beaucoup. De faire piétiner le Cameroun. Mais juger ceux qui sont en prison, on avance comment? Si on a encore jugé les donner les peines. En ce moment précis, le destin de 2027 se joue à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est important. C'est pas important de savoir qu'il y a des familles aujourd'hui dont les enfants sont en prison. Il y a des enfants de 16-17 ans qui sont en prison. On vient de traverser au moins 2 étapes qui auraient permis qu'on accorde peut-être une grâce à ces enfants. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Parce que vous voulez qu'on en parle et c'est difficile de continuer sans en parler, même si ce n'est pas la plainte de Issa Tiroma. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, est-ce que vous voulez ouvrir vous voulez ouvrir des souvenirs qui font mal? Il y a 2 enfants qui sont orphelins. Parce qu'une femme est sortie à Garoua comme d'habitude et elle s'est retrouvée à la morgue. Parce que des gens, ce que le président appelle des hommes politiques irresponsables, ont jugé mieux de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, chercher l'implosion sociale. Dans un État, dans n'importe quel État au monde, il y a une institution qui vous dit, voici le résultat. Et quand on est un citoyen, quand on est un patriote, quand on est quelqu'un de bien éduqué, on s'y soumet parce que cette institution a tous les éléments logistiques et des éléments de droit pour le dire. Quand quelqu'un vous dit, j'ai été à un bureau de vote, alors tel a gagné. Et donc, comme tel a gagné dans un bureau de vote, alors c'est comme ça dans tout le monde. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux? Ça, c'est même manquer de respect à ceux qui nous suivent. Bon Dieu. Et l'ECAM a 32 000 bureaux de vote. Quelle est l'institution qui peut surveiller 32 000 bureaux de vote au Cameroun? Mais l'institution vous dit, voici les résultats. Vous mettez à faire votre politique politicienne, non, ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a fait ça. Non, mais Simon, on prétend aussi que les chiffres n'ont pas été manipulés. Non, écoutez, c'est fait de beaucoup de mauvaises foi. Non, je ne suis pas dans le prétendre. Je ne suis pas dans le prétendre. Je crois que les élections, c'est un processus logistique et technique. Il y a le comptage. Ouais. Si vous ne pouvez pas démontrer que voici là où les fichiers ont été manipulés, ça ne sert à rien d'agiter les gens. Ça, c'est vrai. Ça ne sert à rien d'agiter les gens. Ça, c'est vrai. Comment aujourd'hui, je ne suis pas Angel Mendouka, mais je suis ici dans une chambre à Bonamoussadi. Mais je vous dis qu'Angel Mendouka, ça a été comme ça. Parce que je veux agiter les foules. C'est normal. Ma question, c'est ce qu'on fait des cas qui restent pendants. Est-ce qu'on est tranquille lorsqu'on va à une élection? On ne peut pas être tranquille. Si vous faites un tour dans le nord aujourd'hui, vous savez qu'il y a des familles qui sont... On ne peut pas être tranquille. Je venais de citer un cas douloureux aujourd'hui. On ne peut pas être tranquille. Parce que des Camerounais sont morts.
Et la plainte de Issa Siroma a cet avantage que ça vous rappelle quand même quoi, attention, vous êtes en train d'avancer, mais sachez que derrière vous laissez quand même des boulets. Ce qui par contre me fait mal, c'est que quelqu'un qui est un tonton, qui a des enfants, a fait courir des risques à des Camerounais de façon irresponsable. Ça, ce n'est pas bien. Et donc, quelqu'un qui prétend diriger, même quand on aspire, même ma prétention qu'on aspire à diriger 30 millions de personnes, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que une clique de personnes peut vous suivre et trouver malheur. C'est ça qui me fait Maître, et du lot. Aujourd'hui, là, je suis. Simon, pousse la là, oui, justice vraiment, le temps. camerounaise n'est pas un bourreau. Et il y a 10 minutes de parole. La justice civilise la société et éduque la société. Ça peut être de façon répressive, ça peut être de façon de sensibilisation et autres. Donc nous devons pouvoir tirer les leçons de notre responsabilité dans le processus électoral. Tiens. La question sur les leçons. Dans 6 ou 7 mois, sur les leçons. Une élection. D'accord. Simon est d'accord. Sur ces leçons-là, est-ce que l'avantage au moins de la procédure de Issa Siroma, même si sur le plan juridique on peut interroger, sur le plan politique on peut, est-ce que ça n'a pas cet avantage de nous rappeler quand même que nous allons vers l'avant, d'accord, mais est-ce qu'on avance sereinement en laissant quand même cette situation qui n'a pas été gérée, le service après-vente comme on dit dans les bas? Alors la question a tout son sens, Jean-Jacques. Effectivement, il y a eu après ces tours post-électoraux, quelques cas malheureux. Ça, il faut le rappeler avec force. À Douala, à Tchang, à Garoua, oui, des incidents malheureux qui ont conduit certains enfants en prison. J'ai rarement, il pète beaucoup de mots même, j'ai rarement eu l'habitude d'acquiescer le président de la République, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Mais pour une fois, je suis d'accord avec lui, il y a un peu de responsabilité de certains leaders politiques. Alors, il y a eu des cas malheureux, des enfants qui sont encore en prison aujourd'hui, parfois des mineurs même, hein, pas toujours des adultes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que la justice aurait trouvé des mécanismes de clémence. Je parle peut-être en face des avocats, ils connaissent mieux les procédures que nous pour essayer de relaxer ces enfants-là qui n'ont pas tué quelqu'un. Ils ont à des moments cambriolé des boutiques, ils ont volé des bouteilles de gaz, c'est vrai, mais ça reste que... Mais derrière ces actes, il faut également aller savoir. Je comprends. Celui qui se lève pour aller voler n'a-t-il pas faim? Pourquoi a-t-il faim? Je dis, il y avait beaucoup de tensions. Et pour une fois, les Camerounais, il leur était donné de rêver, Jean-Jacques. Figurez-vous quand même qu'on n'avait pas vécu ça depuis Mathusalem. 35% affectés comme résultat à un leader politique. C'était de l'inédit, oui, et naturellement, ça devait créer au moins quelques mouvements d'humeur. C'était inévitable. Maintenant que c'est arrivé, il faut être réaliste. 2025 est derrière nous. Rien ne changera plus. Paul Biya, s'il a la force sur le plan politique, il ira au terme de son mandat. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait sur le reste? Ben, écoutez, il faut simplement que quelque part, ceux qui nous gouvernent trouvent des mécanismes pour que ces enfants et ces quelques autres personnes arrêtées dans le cadre des troupeaux électoraux soient relaxés, même si on ne rendra pas la vie à ces personnes décédées et envoyées dans la rue par certains leaders politiques irresponsables. Ça, il faut le dire. Mais il faut que ceux qui sont en vie soient relaxés parce que le maintien en prison n'affecte pas mal le Cameroun plus qu'il n'est déjà. Maître Chazok, sur cette question, est-ce qu'au moins, derrière cette démarche de Issa Siroma, on n'ouvrirait pas les yeux sur les cas qu'on a aujourd'hui dans nos différentes prisons et autres? Il y a des commerces qui ont été saccagés, il y a des gens qui ont perdu leurs marchandises, ainsi de suite. Il faut quand même une gestion de cette après-crise. Oui, la première lecture que j'ai eu à faire, elle était une lecture purement juridique sur les relations entre la France et le Cameroun. Mais j'avoue personnellement que j'ai été gêné, et je le suis jusqu'à présent par rapport au sort qui est réservé aux enfants qu'on a arrêtés à travers le pays pour cette crise post-électorale. En réalité, le président Paul Biya s'est toujours présenté comme le père des enfants. Mais malheureusement, après sa prestation de serment, il aurait fait une sortie, parce que c'est le premier magistrat. Quand on dit qu'il y a séparation de pouvoir, c'est vrai. Mais le premier magistrat au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Ces enfants, toutes ces personnes qui se retrouvent là-bas dedans, même ceux qui avaient été arrêtés dans le cadre des marches pacifiques en 2018 du MRC, tout ce qu'on peut appeler à tort ou à raison comme
prisonniers politiques devraient se retrouver hors des prisons pour aller vaguer à leurs occupations. On ne reviendra pas sur le déroulement des élections. Il n'a pas été ce que Simon le dit. Il y a des choses qui ont été faites et vues, connues de tout le monde. On ne reviendra pas sur ça, surtout pour nous des juristes. Parce que le Conseil constitutionnel a de la légitimité de dire qui a gagné. Et il a dit que c'est le président Biya. Maintenant, le plus important, c'est le volet social. Pourquoi le président Biya est indifférent? Pourquoi il est devenu indifférent? Quand on sait que plusieurs détourneurs des deniers publics ont bénéficié des évacuations sanitaires et ne sont pas revenus. Entre ceux-là qui ont pillé notre fortune, qui sont allés se cacher, prétextant qu'ils sont allés se faire soigner, et ceux-là qui contestaient, ils ont contesté parce qu'ils n'ont pas voté le président Biya, et le résultat est là. 35%, c'est beaucoup. Ça veut dire que sur 100 Camerounais, il y a 35 personnes qui ne se reconnaissent pas sur le président Biya comme président. C'est presque la moitié. On ne doit pas négliger. En fait. On ne doit pas négliger cet élément. Alors, mais pas 35% des Camerounais. 57. 47 officiels. 47 officiellement. Des votants. Attendez, oui. Des votants. Ce sont des votants qui l'abstention était forte. C'est pas vraiment Allons sur les votants. C'est pas représentatif. 47% disent donc que ça n'a pas marché. Le plus important, ce n'est pas là. Le président Biya est donc le père de la nation. Si moi j'avais quelque chose à dire, c'est qu'il va être dans quelle mesure, dans sa magnanimité. Pas parce que ces enfants ou ces personnes n'ont rien fait, mais parce qu'aujourd'hui nous voulons un pays de paix. Parce que ça ne sert à rien de dire que nous sommes dans un pays de paix. Si vous voyez le nombre de personnes arrêtées, le nombre de personnes disparues, parce qu'il y a des personnes qui sont parties, on ne sait pas où ils sont allés. Ils ne sont ni vivants ni morts. Mais on ne sait pas où ils sont. Ils ne sont pas en prison. Lorsque vous êtes donc le chef de l'État, président de la République, face aux situations comme celle-là, pour calmer les esprits, les mentalités, il faut ordonner leur libération immédiate. D'accord. Il y a des Camerounais qui ont lancé des initiatives appelant au pardon. On a Ange Sama qui est pratiquement allé se mettre à genoux au palais pour dire qu'il faudrait qu'on ait cet esprit-là maître. Je crois que la question c'est toujours mieux, revient taper les casseroles à celle qu'on avait déjà évoquée ici. Est-ce que Issa Tiroma ne nous rappelle pas qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être négligé au passage? Alors, dans l'intervention précédente, j'ai dit ce que la loi dit. Maintenant, je vais apporter la chose dans le volet politique. Issa Tiroma, c'est un homme politique, c'est un opposant. Et je pense que dans ce cas-là, il est dans son rôle. Ouais. Vous savez, dans des procès, Jean-Jacques, il y a des procès qu'on engage pour l'honneur, pour se faire entendre, pour essayer de faire bouger les lignes. Pas forcément parce qu'on sait que le résultat va suivre. Ça, il faut le savoir. Et ça, les personnalités sont habituées à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce procès, moi, personnellement, j'ai reçu des gens, quelqu'un vous dit, tu essaies de lui expliquer que, bon, le dossier, si vraiment, je ne suis pas sûr que ça va nous donner gain de cause. Ça va nous coûter en termes de temps, d'énergie, d'argent et autres. Il te dit, je veux que tu engages le procès. Parce qu'il connaît son objectif. Donc, je pense que sur ce plan-là, Issa Tiroma, par le moyen de cette plainte, rappelle, contrairement à ce que Simon dit, que l'élection n'est pas finie. Qu'il a des choses qu'il faut gérer. Qu'il veut se faire entendre. À la limite même, mettre en mal la gouvernance. Vous empêchez à celui qui a gagné l'élection de se concentrer sur la gestion, la conduite de la nation. Et je pense, je ne suis pas très politicien, je pense que c'est le rôle aussi d'un homme politique qui puisait un opposant. Donc, je pense pour ma part que la plainte de Issa Tiroma est plus déjà pour qu'il ne tombe pas dans les oubliettes. Qu'on sache toujours qu'il est là. C'est d'abord pour ça. 7 ans, c'est long. Qu'on ne l'oublie pas. Deuxièmement, qu'il continue à bousculer. C'est-à-dire que... Parce que
il vous souvient, on en a parlé sur ce plateau. À un moment, c'était un peu un silence du côté de Issa Chiroma. Et même ceux qui l'ont soutenu, ceux qui étaient à ses côtés, lui faisaient le reproche. Que parti en Gambie, nous sommes au Cameroun, qu'est-ce qu'il en est? À un moment, il a essayé de faire des nominations. Mais tout ça, c'est dans cette même logique-là. D'exister. D'exister. Il doit exister en tant qu'homme politique. En effet. Parce que, et Simon le relevait tout à l'heure, en disant que le RDPC est déjà en plein dans les préparatifs des élections municipales et législatives. Mais qui vous dit que Issa Chiroma n'est pas en train de voir il a annoncé qu'il la fin du mandat actuel pour que lors de la prochaine élection présidentielle, qu'il soit mieux positionné? Moi, je pense que sur ce plan-là, il est en train de faire le job qui est le sien. Et comme on le disait tout à l'heure... La preuve est qu'on parle de cela. Voilà. Et donc, Issa Chiroma est revenu dans l'actualité. Bien sûr. Dans les réseaux sociaux, on ne parle que de ça, en fait. C'est l'actualité ces derniers temps. Et moi, je dis aussi, comme les autres l'ont dit, je pense que l'apaisement... le président Paul Biya, dans l'un de ses discours, a dit, nous tous, nous allons passer, mais le Cameroun va demeurer. Quelque chose comme ça, j'essaie de paraphraser. Je pense aussi pour ma part que il peut essayer, surtout ceux qui sont en prison, à la suite, n'est-ce pas, des manifestations post-électorales, essayer, n'est-ce pas, de poser des actes concrets. Je ne vais pas dire comme mon voisin, de faire des sorties, parce qu'on a fait une sortie qui nous a annoncé le nouveau gouvernement dans les prochains jours. Il n'a pas suivi. Moi, je ne sais pas les sorties qui m'intéressent, c'est des actes. Vraiment, poser des actes, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de détendre l'atmosphère, parce que l'atmosphère reste crispée, ça, il faut le savoir. Et le Cameroun, notre beau et cher pays, nous devons le préserver pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après. Est-ce que Issa Chiroma ne s'adresse pas également à d'autres leaders de l'opposition qui semblent avoir tourné totalement la page? Ils s'occupent tranquillement de leurs affaires, ils siègent au Parlement pour ceux qui y sont. Ils attendent même le gouvernement. Ils attendent le 17h. Est-ce qu'ils ne s'adressent pas également à Alex Nguepi, à ces autres candidats à l'élection présidentielle qui ont oublié que derrière, ils ont des soutiens? Le nom d'Alex peut sortir à 17h. Non, pas du tout. Issa Chiroma, je pense, c'est un homme qui est assez intègre. C'est un homme qui n'a pas besoin d'un communiqué pour exister. Le Cameroun, c'est le pays où, d'après le résultat donné par le Conseil constitutionnel, un candidat arrive deuxième avec 35%. Et vous dites qu'il a besoin d'un communiqué pour exister. Il existe déjà. Mais arrêtez un peu l'esbrouf. Il existe déjà, mais il est le deuxième élection présidentielle d'après vos résultats. Oui. Donc vous voulez dire que Issa Chiroma a besoin de quoi? Il y a des Camerounais qui l'ont élu, qui sont comme ça, Issa Chiroma. Et vous n'êtes pas entendu depuis un bon moment, qui ne le voit pas, il paraît qu'il il n'a pas besoin, ça peut exister. D'accord. D'accord. Et quand vous dites que la crise présidentielle est passée, l'élection n'est pas passée, quand il me fait comprendre que les gens n'ont pas été manipulés, ça a été manipulé. Je vais vous dire un cas très simple, si vous voulez que je vous dise. Au Nozo, au nord-ouest, vous ne pouvez pas justifier que M. Paul Biya, candidat du RDPC, ait eu plus de 85%. Je vous dis que vous ne pouvez pas. Écoutez-moi, ok. C'est même ça qui fait en tort. C'est-à-dire que, en tant que responsable d'un parti politique, on vous dit que M. Paul Biya a eu 85% au Nozo, il a eu plus de 84%. Au nord-ouest et puis 84% au sud-ouest. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé là-bas. Ça dépend du nombre de votants. Ça dépend du nombre de votants. Non, allez voir le nombre de votants. Vous n'avez il n'y a pas. C'est là malheureusement la lecture. Malheureusement. Et que les choix ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il faut expliquer. Ce n'est pas malheureusement le cas. Je vous dis, ce n'est pas malheureusement le cas. Parce que c'est pour cause de guerre. Les gens ne se sont pas. Vous voyez, les autres ne vont pas. allons-y. Je vous dis, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'était quoi donc? C'est pas le cas. Donc, vous ne pouvez pas expliquer cela que au Nozo, que M. Paul Biya ait eu à moins de 85%. Et même quand on voit l'abstention était presque égale, sauf au sud, qu'on a fait gonfler en disant que au sud, il y a eu plus de votants. Quand on voit l'abstention qu'il y a eu au littoral, qu'il y a eu
au nord-ouest, Tiroma a eu au sud. 64%. Permettez-moi. Au littoral. Je dis, c'est pas quand on voit l'abstention qu'il y a eu au littoral, à l'ouest, au sud, au nord, au sud-ouest, vous verrez qu'elle se valent. C'est-à-dire que le nombre d'inscrits au nord-ouest est à plus de 800 000, voire 1 million. Au sud-ouest, pareil. Donc, si vous prenez le chiffre d'abstention, vous allez vous rendre compte que les votants sont assez considérables, comme au littoral, comme ailleurs. Ils sont donc, assez considérables comme au littoral, oui, par rapport au taux d'abstention. Donc, on ne peut pas venir expliquer cela. C'est-à-dire que dès qu'on a donné les résultats et qu'on a dit au nord-ouest, M. Paul Biya a eu 86%, plusieurs personnes disent, ouais, papa, jusqu'à là-bas aussi, tu vas faire ça. On ne l'a pas également expliqué comment c'est passé. Oh là là, est-ce que c'est tout le monde qui allait voter massivement? Je comprends, n'est-ce pas, monsieur Jajak, oui. Monsieur Jajak, si je comprends que dans une dictature, celui qui remporte, ou bien celui qui sera élu, sa loi s'applique. Ok, même quand c'est un coup d'état militaire. Ceux qui vont faire, ceux qui prennent les armes, ceux qui prennent les armes, ceux qui remportent, qui font un coup d'état militaire, ils vont appliquer leur loi. Dans les débats télévisés, on va devoir dire des choses qu'ils veulent entendre. Ok? Mais je vous dis clairement que, contrairement à ce qui est en train de dire, à ce que M. Diaby est en train de dire, rien ne peut justifier que ce Paul Biya ait 80% au nord ou au sud-ouest. Est-ce que le contraire peut être justifié? Bien sûr, ça peut être justifié. Ça peut être même très bien justifié. Comment? Ça peut être très bien justifié. Sur quelle base? Pour une simple raison, ok? L'état dans lequel ces personnes vivent, la guerre du Nord est créée par ce régime-ci, qui ose faire. Les familles sont déplacées par ce régime-ci qui sont là. Par eux, à cause d'eux, qu'il y a cette guerre du Nord. Mais il faut interroger vous pensez que du votant. Quelle structure du votant? Vous pensez qu'il va voter un bourreau? Vous pensez que quelqu'un qui a perdu sa femme et son enfant? Vous avez pas la structure du votant. Le vote, c'est l'autre gouvernement. Quelle structure du votant? Mais les gens qui sont dans la démarche, c'est pas eux. Restons sur la démarche d'Issa Tiroma. Est-ce qu'il ne s'adresse pas également à d'autres leaders? Je vous dis, il ne s'adresse pas, il ne s'adresse pas aux leaders d'opposition. Ok? Il ne s'adresse pas du tout. Il s'adresse particulièrement à celui qui a volé son élection. Et je crois que la démarche de M. Issa Tiroma est salutaire. Ce n'est pas purement parce qu'il veut se faire entendre, non, parce qu'il espère que ses enfants seront libérés. Je crois même que c'est même humaniste de sa part de dire non, les enfants, je ne vous ai pas oublié. Il y a eu une élection, ma victoire a été volée. On est d'accord que les autres les ont oubliés. Écoutez, les autres ont oublié. Ma victoire a été Joshua aussi, Cabral Libi et autres. Je vous ai dit, ce sont les hommes politiques qui ont leur ligne, ils s'achètent à sa ligne. C'est normal. Ok. Et donc il se dit aux enfants, mes enfants, ma victoire a été volée, vous avez mené le bon combat. Malheureusement, la dictature vous a mis en prison. Tenez bon, je ne vous ai pas abandonné, je vais aller de l'autre côté, essayer de tenter une action et voir si cela peut permettre que vous soyez libérés. Je crois que ce message-là est adressé à ceux qui sont en prison. Et dans un pays démocratique, c'est-à-dire que, je suis surpris quand c'est derrière nous, même Trump aujourd'hui, bien qu'il soit président des États-Unis, Trump tel qu'il dit que ce a été volé en 2000. Et qu'est-ce qui a changé? Écoute, Trump, n'est-ce pas, même s'il est, comme vous êtes un président, mais Trump, à chaque discours, il vous dit que la dernière élection présidentielle a été volée. Et quand Trump le dit, en aucun moment de l'élection, non, il le dit. Et c'est pas ça le disque aujourd'hui. Mais quel est ce pays où vous faites comprendre aux Camerounais que si Alex Guébé trouve qu'un président de la République est mal élu, qu'il a volé l'élection, il ne peut pas le dire. S'il le dit, c'est qu'il a commis un crime inimaginable. Mais c'est comment ça? Et vous le dites tous les jours. Oui, mais le problème, c'est ceux qui l'ont dit. Ceux qui l'ont dit sont en prison. Ceux qui l'ont dit sont en prison. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'ils sont en dictature. Ils sont en dictature. Et quand ils sont en prison, c'est ceux qui ont dit que Paul Biya n'a pas gagné. Ceux qui sont en prison, parmi eux, il y a ceux qui l'ont dit, il y a ceux qui ont marché, ok, et qui pour moi c'est une marche légitime. C'est une marche légitime parce qu'ils estiment que leur vote... Ceux qui ont volé le poisson. Qui ont volé le poisson. Et ceux qui volent, et ceux qui détournent nos milliards sont où? Ceux qui détournent nos milliards sont où? D'accord. Bonsoir à vous là-bas. Mes deux amis, à savoir Kamto a saisi l'Union africaine sans réponse. Tiroma saisi la justice française, réponse attendue. Moi, je crois qu'ils auraient saisi Dieu à travers le pape qui était au Cameroun pour songer à avoir une réponse fiable. Ceci est de son droit pour avoir une visibilité politique. Retenons que dans les unités de police judiciaire, même un fou peut déposer une plainte, on est d'accord. À la fin, la réponse, c'est irrecevable. Un traître ambulant du côté de la France devrait être, non, je ne sais pas qui est traître, Franck de Bokilto, sur cette question-là. Julie, on a encore la même question. Oui. Est-ce que la démarche de Tiroma ne rappelle pas aux autres combattants qu'ils ont oublié le combat, qui serait quand même de se mettre ensemble pour
que l'après-crise électorale soit gérée peut-être avec la libération de ceux qui sont encore dans les prisons? Alors Jean-Jacques, on s'accorde tous au moins sur ce plateau, sur ce petit détail-là, c'est que c'est une démarche qui vise purement et simplement la communication. On est d'accord qu'il faut... Mais politiquement, c'est ingénieux. Oui, mais c'est ingénieux. C'est ce qu'on ne peut pas lui reprocher, le manque d'ingéniosité. C'est quelqu'un de très brillant, on le sait tous. Sinon, comment on explique que quelqu'un qui a passé des années à mentir au Camerounais se soit retrouvé autant propulsé il y a 2 mois d'une élection? Sinon, comment peut-on expliquer que celui qui a pas tué le Camerounais... Il faut également... Il faut également noter que les Camerounais n'ont pas voté pour Issa Bakary. Ils ont voté contre un système. Ça, il est bien de le dire. Alors, donc, la question reste entière, Jean-Jacques. La question reste entière. Cet acte a quand même le mérite de soulever le débat. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on en parle. Demain, les autres vont en parler. Il faut qu'on rentre dans le passé, qu'on voit ce qui s'est passé après ces tours de pause électoraux et qu'on essaye, ici et là, d'apporter quelques allègements aux familles concernées. On ne ramènera pas les morts, mais au moins ceux qui sont en prison pourraient trouver un début d'allègement à travers la libération. On a 2 procédures. Il y a une qui est pendante au Conseil constitutionnel, introduite par un autre leader de l'opposition, et puis celle qui est du côté de la France. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, finalement, qu'on se retrouve à nouveau dans un débat qui ne va pas permettre aux partis politiques de mieux se mobiliser pour les prochaines échéances? Je vais parler sous le contrôle d'un avocat. Parce que nous sommes aussi, en tant que membres des partis politiques, dans notre... devoir d'éduquer les masses. Depuis 42 ans, vous éduquez. Là, il n'est pas interdit de dire des choses, mais il est interdit de dire des choses en les démontrant, en apportant des preuves. Sinon, on verse dans la diffamation et c'est un délit. Mais corrigez-moi si je me trompe. Très bien. Donc, il faut dire à M. Nguepi que dans un état de droit, c'est même pas comme état de droit. Vous retirez ça, comme n'est pas état de droit. Moi, je vous le dis. Ne le faites pas dans la querelle. Non, mais je vous dis donc. Vous êtes en train de jouir pleinement de l'un de vos droits. Non, mais c'est un droit. C'est mon droit. C'est pas un état de droit. Désolé, c'est un droit. C'est un droit. L'enfant serait jugé, serait. C'est pas un état de droit. Désolé. Ok, mais c'est pas un état de droit. Mettez ça de côté. Je respecte souvent les téléspectateurs. Moi également, je les respecte. Très bien. Et pour les respecter, on ne parle pas au même moment que l'autre. Ah bon. Je voudrais dire ceci. Si vous dites des choses offensantes sur ma personne sans les démontrer, je vous porte plainte et vous allez en prison. Peu importe que vous soyez du SIF, du RDPC ou autre. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a gagné une élection sans apporter les preuves. Pourtant, le législateur vous a donné tous les éléments de preuve. On donne à tous les partis politiques le soin d'avoir un scrutateur par bureau de vote. Ce qui fait que, et chaque scrutateur de tous les partis politiques en liste, plus le MINAT et les camps, ont le même PV, contresigné par tous les membres de oh là là, s'il te plaît. Alors des gens viennent, des monumentaires viennent arrête la routine. Couvre le cybernétique avec du mensonge. Quel mensonge? Pour vous dire que tel a gagné parce qu'en fait, vous-même vous voyez, est-ce qu'on pouvait gagner comme ça, ainsi de suite. Est-ce que ça c'est une preuve? C'est pas une preuve. Donc je crois que respecter les Camerounais qui sont plus matures. Et il y a un journal qui avait titré que l'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Jeune Afrique. Mais je ne pense pas que l'opposition camerounaise est la plus bête. Il y a certains opposants qui sont vraiment les plus bêtes. Parce que même sur les éléments techniques chiffrables, ils vous apportent le populisme puéril. D'accord. Ce que je voulais dire ici, c'est que la meilleure manière, et l'État français, justement, votre ami, enseigne à certains opposants comment on gère les résultats. Marine Le Pen était deuxième à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections européennes et qu'est-ce qui s'est passé aux législatives qui ont suivi? La conséquence immédiate. Très bien. Quand vous êtes un homme politique, c'est différent de quand vous êtes un agité, un tourmenté politique. Simon, c'est bon. Quand vous êtes un homme politique, vous savez, on n'a plus que 2 minutes. Vous savez capitaliser les résultats que vous avez. Vous avez 35% de l'électorat. La meilleure des choses, la simple, la basique des choses, c'est de garantir cet électorat pour pouvoir faire bouger les choses à l'Assemblée nationale. Mettre qui est sur le terrain. Merci. Mettre qui est sur le terrain. Est-ce que ces sorties, ces débats-là aujourd'hui ne risquent pas à entacher un peu la préparation des prochaines consultations électorales?
Oui, vous savez que le peuple est très sensible pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que le parti au pouvoir, l'ORDPC, a passé beaucoup de temps dans des menaces et des pratiques pas très communes qui ont mis le peuple dans une espèce de peur permanente. Bien sûr. Bon, maintenant, justement, les Camerounais qui sont en prison aujourd'hui sont un élément de campagne du RDPC pour les élections législatives et municipales. Je suis d'accord. Parce qu'on dira que, vous avez vu ceux qui avaient dit que Paul Biya n'a pas gagné dernièrement là, ils sont en prison. Voilà. C'est un élément. De toutes les façons, le RDPC ne pose pas des actes pour rien sur le plan politique. Je vous avais dit sur ce plateau qu'il n'y aura pas d'élections législatives et municipales. À la date prévue. Et je vous avais donné des raisons. Aujourd'hui, vous le voyez. Il est donc question de mettre ces procédures en action, de faire une communication pour que les quelques Camerounais qui sont déterminés à se débarrasser du RDPC aient peur. Plusieurs fois, nous arrivons, moi personnellement, j'arrive sur le terrain. Donc, Chiroma est complice alors de cette façon de faire? Chiroma vient d'où? Chiroma est du RDPC. Vous ne pouvez pas sortir d'une cuisine. Vous ne pouvez pas sortir d'une cuisine. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'on appelle un parti allié? Un parti allié, c'est celui qui mange sur la même table, la même assiette. La rupture a duré combien de temps? La rupture a conduit à ce qu'on a vu. D'accord. Pour dire que, record historique. Pour dire que non, on n'a pas voté Issa Chiroma. Je l'ai dit moi-même sur ce plateau. Et ça reste son score. Heureusement. Et le RDPC est donc conscient de l'état d'esprit des Camerounais qui ne veut plus de. Il faut donc ralentir, perdre le temps, essayer de trouver de nouvelles stratégies, de penser les plaies. Et ça, je l'avais dit ici. C'est vrai. Donc, ce que je dis... Je participe au jeu politique en même temps. Et c'est ce que Simon disait, quand Simon dit que... Je voudrais rapidement... Vous avez posé une question concernant les autres partis, présidents des partis politiques qui n'accompagnent pas M. Issa Chiroma, qui sont à l'Assemblée. Je voudrais dire qu'ils ne peuvent pas l'accompagner parce qu'il n'y a pas eu de coalition de l'opposition autour de M. Issa Chiroma. Il n'y avait ni le SDF, ni le PCN, ni tous les autres présidents qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée. C'est parce qu'ils sont partis alliés la nuit. Non, bon, de toutes les façons, nous ne parlons pas de la nuit. Nous ne parlons pas de la nuit, cher mec. La nuit, je pense que c'est pas ça. La nuit, nous parlons de ça qui est au mandat. Vous répondez à mettre 15 secondes. Simon veut m'interrompre. Jean-Jacques Zé, Simon fait l'émission seul. Je vais demander que ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui ont perdu leur vie, parce que vous semblez banaliser leur souffrance. Est-ce que vous savez que des individus et ceux qui ont osé faire connaître leur souffrance, ceux qui sont osé faire connaître leur souffrance, ils ont incendié des maisons d'habitation. Si votre maison avait été incendiée, vous souhaiteriez qu'on banalise ça comme pas du tout, personne ne banalisera. Alors, bonsoir Jean-Jacques, grand salut à tout le panel, juste pour savoir si le fringue et puis fait de la politique ou est spécialiste de l'incompréhension. Agréable soirée, c'est Francis Bouemba Mateke, chargé de communication du parti politique UPP. Voilà. Allez du RDPC, c'est normal. UPP c'est quoi? C'est un parti inexistant. Merci beaucoup monsieur d'être venu échanger avec nous ce lundi 15 juin 2026. On espère vous retrouver pour un autre débat, un autre échange vespéral. Merci à ceux qui ont regardé et à ceux qui ont contribué à travers les messages. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h sur la même chaîne avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.